L'histoire s'intitule La boîte de chocolat. Miam miam. Ce soir-là, il faisait un temps épouvantable. Dehors, le vent mugissait violemment et une pluie battante s'écrasait contre les vitres. Poirot et moi étions assis face à la cheminée, les jambes étendues, devant les flammes dansantes. Entre nous se trouvait une petite table, sur laquelle était posé, de mon côté, un verre de grog, soigneusement préparé. Du côté de Poirot, une tasse de chocolat, épais et sirupeux, que je n'aurais pas bu pour un empire. Poirot avala une gorgée de ce breuvage écœurant et reposa la tasse en porcelaine rose avec un soupir d'aise. « Que la vie est belle, murmura-t-il. « Oui, bien agréable. Moi, j'ai un emploi, et un emploi qui me plaît, et vous, vous avez la célébrité. »« Oh, mon ami, protesta Poirot modestement. »« C'est pourtant vrai, et vous l'avez mérité. Quand je pense à tous les succès que vous avez derrière vous, je n'en reviens pas. J'imagine que vous ne savez pas ce qu'est l'échec. Il n'est pas d'homme sensé qui puisse se vanter d'une chose pareille. »« Non, mais sérieusement, avez-vous jamais échoué dans vos enquêtes ? » ?»« Un nombre incalculable de fois, mon ami. Qu'est-ce que vous croyez ? On ne peut pas toujours avoir la chance de son côté. Il est arrivé qu'on m'appelle trop tard. Très souvent aussi, un enquêteur dont l'objectif était le même l'a atteint avant moi. Enfin, à 2 reprises, je suis tombé malade juste au moment où j'allais réussir. Il faut accepter les hauts et les bas, mon ami. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma question était celle-ci. Avez-vous jamais essuyé un échec dans une enquête par votre propre faute ? Ah, je comprends. Vous voulez savoir s'il m'est arrivé de me ridiculiser. Une fois, mon ami, une expression pensive et amusée apparut sur le visage de Poirot. Oui, une fois je me suis ridiculisé. Il se redressa vivement dans son fauteuil. Je sais, mon ami, que vous tenez à jour un registre de mes petits succès. Eh bien, vous ajouterez une pièce à votre collection. L'histoire d'un échec. Il se pencha pour remettre une bûche dans l'âtre. Puis, après s'être soigneusement essuyé les mains sur le petit chiffon pendu à un clou près de la cheminée, il se réinstalla confortablement dans son fauteuil et commença son récit. « Ce que je vais vous raconter, annonça-t-il, s'est passé en Belgique il y a bien des années. C'était à l'époque de la terrible querelle en France entre l'Église et l'État. Monsieur Paul Desrouleaux était un député français très en vue. Tout le monde savait qu'un portefeuille de ministre l'attendait. C'était un des plus féroces adversaires du catholicisme, et il ne faisait pas de doute qu'à son accession au pouvoir, il aurait à faire face à de violentes inimitiés. C'était un singulier personnage. S'il ne buvait, ne fumait, il avait en revanche un comportement beaucoup moins ascétique dans d'autres domaines. Vous comprenez, Hastings, quel était son péché mignon ? Les femmes, toujours les femmes. Quelques années auparavant, il avait épousé une jeune bruxelloise qui lui avait apporté une dot appréciable. Cet argent le servit sans aucun doute dans sa carrière. Sa propre famille n'était pas riche, bien qu'il eût le droit, s'il le désirait, de porter le titre de baron. Aucun enfant ne naquit de cette union. Et 2 ans plus tard, sa femme mourut, d'une chute dans l'escalier. Parmi les biens qu'elle lui léguait, se trouvait une maison cossue sur l'avenue Louise, à Bruxelles. C'est là que lui-même mourut brusquement, au moment même de la démission du ministre dont il devait prendre la place. Les journaux donnèrent un compte-rendu détaillé de sa carrière. Quant à sa mort, survenue de façon soudaine un soir après dîner, on l'attribua à une crise cardiaque. À cette époque, mon ami, j'étais, comme vous le savez, inspecteur de la police belge. La mort de M. Paul Desrouleaux ne m'affecta pas particulièrement. Je suis, comme vous le savez aussi, un bon catholique, et pour moi, son décès était plutôt un événement opportun. Ce fut 3 jours plus tard, alors que mes vacances venaient de commencer, que je reçus à mon appartement la visite d'une jeune femme, au visage dissimulé par un voile de deuil, mais manifestement très jeune. Je pressentis aussitôt que c'était une jeune fille tout à fait comme il faut. « Vous êtes bien monsieur Hercule Poirot ?» me demanda-t-elle d'une voix douce. Je m'inclinai. « Des services de police ?» Je m'inclinai de nouveau. « Asseyez-vous, je vous en prie, mademoiselle. » Elle accepta le fauteuil que je lui présentai et releva son voile. Elle avait un visage charmant, bien que ravagé par des larmes et exprimant une sorte d'angoisse poignante. « Monsieur, me dit-elle,
Je sais que vous êtes en vacances en ce moment. Aussi, pouvez-vous accepter de mener une enquête à titre privé? Comme vous l'avez compris, je ne tiens pas à faire appel officiellement à la police. Je secouai la tête. Je crains que ce que vous me demandez ne soit impossible, mademoiselle. Bien qu'étant en vacances, je fais tout de même partie de la police. Elle se pencha en avant. Écoutez, monsieur, tout ce que je vous demande, c'est de mener une enquête. Vous serez parfaitement libre de faire part de vos conclusions à la police. En fait, si ce que je soupçonne est vrai, nous aurons besoin de la machine judiciaire. Cela plaçait la question sous un autre jour, et je me mis à la disposition de cette jeune personne sans plus hésiter. Ses joues reprirent un peu de couleur. « Je vous remercie, monsieur, me dit-elle. C'est sur la mort de monsieur Paul Déroulard que je vous demande d'enquêter. »« Comment ?» m'exclamai-je surpris. « Monsieur, je n'ai aucune preuve, rien d'autre que mon intuition féminine, mais je suis convaincu, vous entendez, que monsieur Déroulard n'est pas mort de mort naturelle. Mais voyons, les médecins peuvent se tromper. Il était si fort, si robuste. Ah, monsieur Poirot, je vous supplie de m'aider. La pauvre enfant était dans tous ses états. Elle se serait presque mise à genoux. Je l'apaisai de mon mieux. Je vous aiderai, mademoiselle. Je suis certain que vos craintes sont sans fondement. Mais nous verrons bien. Tout d'abord, je vais vous demander de me dire qui sont les autres habitants de la maison. Il y a les domestiques, bien sûr, Jeannette, Félicie et Denise, la cuisinière. Elle y est depuis des années. Les autres sont de simples filles de la campagne. Il y a aussi François, mais lui aussi est un vieux et fidèle serviteur. Il y a aussi la mère de M. Déroulard, qui vivait encore avec lui, et moi-même. Mon nom est Virginie Ménard. Je suis une parente pauvre, une cousine de feu Madame Déroulard, la femme de M. Paul, et je vis sous leur toit depuis 3 ans. Voilà tous les membres de la maisonnée. Il y avait aussi 2 invités qui étaient là pour quelques jours. À savoir, Monsieur de Saint-Alard, un voisin de Monsieur Déroulard, en France, et un ami anglais, Monsieur John Wilson. Sont-ils toujours dans la maison? Monsieur Wilson, oui, mais Monsieur de Saint-Alard est parti hier. Quel est votre plan, mademoiselle? Si vous voulez bien vous présenter à la maison dans une demi-heure, j'aurai trouvé entre-temps une explication à votre visite. Le mieux serait de faire croire que vous travaillez pour un journal. Je dirai que vous êtes venu de Paris et que vous avez une lettre d'introduction de M. Saint-Alard. Madame Déroulard n'est pas en très bonne santé, et elle ne cherchera pas à en savoir davantage. Grâce à l'ingénieuse invention de cette demoiselle, je fus reçu sans problème. Et après une courte entrevue avec la mère du défunt, qui était une femme très digne et imposante, bien que de santé précaire, je fus libre de circuler à mon aise dans la maison. Je me demande, mon ami, poursuivit Poirot, si vous pouvez imaginer la difficulté de ma tâche. La mort de l'homme sur lequel j'étais chargé d'enquêter remontait déjà à 3 jours. S'il n'était pas mort de mort naturelle, il n'y avait qu'une explication possible, l'empoisonnement. Je n'avais pas vu le corps et je n'avais aucun moyen de déceler et d'analyser la façon dont le poison avait pu être administré. Pas le moindre indice, pas la moindre preuve dans un sens ou dans l'autre. L'homme avait-il été empoisonné? Était-il mort de mort naturelle? C'était à moi, Hercule Poirot, d'en décider, sans aide d'aucune sorte. Pour commencer, j'interrogeai les domestiques et avec leur concours, je reconstituai les événements de la soirée. Je fis particulièrement attention aux plats qui composaient le dîner et à la façon dont ils avaient été servis. La soupe avait été apportée dans une soupière et c'était M. Déroulard lui-même qui l'avait servie. Il y avait eu ensuite du poulet et des petits pois, puis une compote de fruits. Le tout placé sur la table et servi par le maître de maison lui-même. Le café avait également été apporté sur la table dans une grande cafetière. Donc, rien de ce côté-là, mon ami. Impossible d'empoisonner un des convives sans les empoisonner tous. Après dîner, Madame Déroulard s'était retirée dans ses appartements et Mademoiselle Virginie l'avait accompagnée. Les 3 hommes, eux, étaient passés dans le cabinet de travail de M. Déroulard. Là, ils avaient bavardé agréablement jusqu'au moment où, brusquement, sans crier gare, le député s'était écroulé à terre. M. de Saint-Alard s'était précipité hors de la pièce et avait dit à François d'aller chercher immédiatement un médecin
Selon lui, c'était sans doute une attaque d'apoplexie. En fait, lorsque le docteur arriva, il n'y avait plus rien à faire. Monsieur John Wilson, à qui mademoiselle Virginie m'avait présenté, était un homme d'âge moyen, le type même du grand gaillard anglais. La version des faits qu'il me donna, dans un français très britannique, était sensiblement la même. Déoulard est devenu tout rouge, et il s'est écroulé. Il ne put rien m'apprendre de plus. Je me rendis ensuite sur les lieux du drame, le cabinet de travail, et demandai comme il laissa seul. Jusque-là, je n'avais rien trouvé qui pût étayer la théorie de mademoiselle Ménard. J'en conclus que ces craintes n'étaient que le fruit de son imagination. Manifestement, elle nourrissait pour M. Déroulard une passion romanesque, et c'était ce qui l'avait empêché de juger les faits objectivement. Néanmoins, je fouillai le cabinet de travail avec un soin méticuleux. Il était possible qu'une seringue hypodermique eût été placée dans le fauteuil de Déroulard, de façon à lui injecter une dose mortelle de poison. La minuscule piqûre qu'elle aurait causée serait vraisemblablement passée inaperçue. Mais je ne découvris aucun indice pour confirmer cette théorie. En désespoir de cause, je me laissai tomber dans le fauteuil en m'écriant « J'abandonne, pas la moindre piste, tout est parfaitement normal. » À ce moment-là, mes yeux tombèrent sur une grande boîte de chocolat, posée sur une table, à proximité du fauteuil, et mon cœur bondit dans ma poitrine. Cela n'avait peut-être rien à voir avec la mort de M. Déroulard, mais voilà du moins quelque chose qui n'était pas normal. Je soulevai le couvercle. La boîte était pleine, absolument intacte. Il n'y manquait pas un chocolat, mais c'est justement ce qui rendait le détail, que j'avais remarqué, d'autant plus bizarre. Car, voyez-vous Hastings, alors que la boîte était rose, le couvercle était bleu. On voit souvent un ruban bleu sur une boîte rose, et vice-versa, mais une boîte d'une couleur et le couvercle de l'autre, non. Vraiment, cela ne se voit jamais. Je ne savais pas encore en quoi cette anomalie pouvait m'être utile, mais je décidai d'en chercher l'explication. Je sonnai François et lui demandai si son maître aimait les douceurs. Un sourire mélancolique se dessina sur ses lèvres. Il les adorait, monsieur. Il avait toujours une boîte de chocolat dans la maison. Il ne buvait jamais et ne prenait jamais de digestif, vous comprenez. Pourtant, cette boîte est intacte, lui fis-je remarquer en soulevant le couvercle. Je vous demande pardon, monsieur, mais cette boîte a été achetée le jour de sa mort, l'autre étant presque finie. Quelqu'un a donc fini l'autre en ce jour-là, demandai-je. Oui, monsieur, je l'ai trouvée vide le lendemain matin et je l'ai jetée. Monsieur Déroulard mangeait-il des douceurs à n'importe quelle heure? En principe seulement après le dîner, monsieur. Je commençais à entrevoir une lueur. François, êtes-vous capable de discrétion? Demandai-je au valet. S'il le faut, monsieur. Bon, sachez donc que je fais partie de la police. Pouvez-vous me trouver cette autre boîte? Certainement, monsieur. Elle doit être dans la poubelle. Il sortit et revint quelques instants plus tard avec un objet couvert de poussière. C'était la copie conforme de la boîte que je tenais à la main. Excepté que, là, la boîte était bleue et le couvercle rose. Je remerciai François, lui recommandai encore une fois la plus grande discrétion et quittai la maison de l'avenue Louise. Je rendis ensuite visite au médecin de M. Déroulard. Avec lui, la tâche ne fut pas facile. Il se retrancha adroitement derrière un mur de phraséologie scientifique, mais j'eus bien l'impression qu'il n'était pas aussi sûr de son diagnostic qu'il aurait aimé l'être. Les morts soudaines de ce genre ne sont pas rares, remarqua-t-il, lorsque j'eus réussi à le désarmer quelque peu. Un accès de colère subit, une vive émotion, après un copieux repas, c'est entendu. Et cela suffit. Le sang monte à la tête et psst, il n'en faut pas plus. Mais M. Déroulard n'avait pas eu d'émotion vive. Non, il me semble bien qu'il avait eu une violente altercation avec M. Saint-Alard. À quel sujet? C'est évident, déclara le médecin en haussant les épaules. Monsieur de Saint-Alard n'est-il pas un catholique fanatique? Cette question des rapports de l'Église et de l'État était la pierre d'achoppement dans leur amitié. Il ne se passait pas de jour sans qu'ils se disputent. Aux yeux de monsieur de Saint-Alard, Déroulard était quasiment la préfiguration de l'Antéchrist. Cette révélation était inattendue et elle me donna matière à réflexion. Une dernière question, docteur. Est-il possible d'introduire une dose mortelle de poison dans un chocolat? Oui, je pense que c'est possible, répondit le médecin. Une minuscule gouttelette d'acide prussique pur suffirait.
dans la mesure où elle ne risque pas de s'évaporer, et l'on peut à la rigueur l'avaler sans s'en rendre compte. Mais cette solution me paraît peu vraisemblable. En revanche, un chocolat plein de morphine et de strychnine, le médecin fit une grimace. Vous comprenez, monsieur Poirot, il suffirait d'une bouchée. Si la personne ne se méfie pas, c'est facile. Merci, docteur. Je pris congé, après quoi j'allai interroger quelques pharmaciens, en particulier ceux des environs, de l'avenue Louise. C'est pratique d'être dans la police. J'obtins tous les renseignements que je désirais sans le moindre problème. Un seul d'entre eux déclara avoir vendu un médicament toxique à quelqu'un de la maison. Il s'agissait d'un collyre au sulfate d'atropine, pour madame Desroulards. L'atropine est un poison violent, et sur le moment j'étais tout excité. Mais les symptômes de l'empoisonnement par l'atropine ressemblent fort à ceux de l'intoxication alimentaire, et pas du tout à ceux qui m'intéressaient. D'ailleurs, l'ordonnance remontait déjà à assez longtemps. Madame Desroulards souffrait de cataracte aux 2 yeux depuis des années. Je m'apprêtais à partir, découragé, lorsque le pharmacien me rappela. « Un moment, monsieur Poirot. Je me souviens que la jeune fille qui est venue avec l'ordonnance m'a dit qu'elle devait aller à la pharmacie anglaise. Vous pourriez peut-être aller la voir. » C'est ce que je fis. Grâce encore une fois à ma qualité d'inspecteur de police, je pus obtenir le renseignement que je désirais. La veille de la mort de M. Desroulards, ils avaient fait une préparation pour M. John Wilson. Or, rien de bien compliqué. Simplement des comprimés de trinitrine. Je demandai à voir à quoi cela ressemblait. Et lorsque le pharmacien me le montra, mon cœur se mit à battre plus vite. Les minuscules cachets étaient enrobés de chocolat. « Est-ce un poison ?» demandai-je. « Non, monsieur, me répondit le pharmacien. Pouvez-vous me dire quels en sont les effets ? Cela fait baisser la tension artérielle. On en prescrit dans certaines formes de troubles cardiaques, l'angine de poitrine par exemple, dans le cas de l'artériosclérose. » Ma foi, l'interrompis-je, tout cela ne veut pas dire grand-chose pour moi. Est-ce que cela fait affluer le sang au visage ? Ah, ça oui. Et si j'avalais une dizaine ou une vingtaine de ces petits comprimés à la fois, que se passerait-il ? Je ne vous conseillerais pas d'essayer, répondit sèchement le pharmacien. Vous dites pourtant que ce n'est pas du poison. Bien des substances qui ne sont pas considérées comme toxiques peuvent tuer un homme, me répondit-il sur le même ton. Je quittai la pharmacie en exultant. Enfin, j'avais une piste. Je savais à présent que John Wilson avait eu un moyen de tuer Desroulards. Mais pour quel motif ? Il était venu en Belgique en voyage d'affaires et avait demandé l'hospitalité au député, qu'il connaissait un peu. Apparemment, la mort de celui-ci ne pouvait lui profiter d'aucune façon. En outre, j'avais appris en me renseignant en Angleterre qu'il souffrait depuis plusieurs années de cette forme de maladie cardiaque, qu'est l'angine de poitrine. Il n'y avait donc rien de suspect à ce qu'il ait en sa possession des cachets de trinitrine. Néanmoins, j'étais convaincu que quelqu'un avait touché au chocolat. Par erreur, il avait commencé par ouvrir la boîte pleine, mais il était ensuite passé à l'autre. Il avait pris l'unique chocolat restant, l'avait évidé, puis l'avait bourré de ces petits comprimés de trinitrine. C'était de gros chocolats, et j'étais certain qu'il pouvait en contenir 20 à 30. Mais qui avait supprimé Desroulards de cette façon ? Les 2 hôtes de la maison pouvaient être suspectés. L'un, John Wilson, avait l'arme du crime, l'autre, Saint-Alard, le mobile. Ce dernier était un fanatique, ne l'oubliez pas, et on ne peut être plus fanatique qu'en matière de religion. Se pouvait-il qu'il eût subtilisé la trinitrine de John Wilson ? Il me vint alors une autre petite idée. Ah, cela vous fait sourire quand je parle de mes petites idées. Pourquoi Wilson s'était-il trouvé à court de trinitrine ? Il était certainement venu d'Angleterre avec une réserve suffisante. Je retournai à la maison de l'avenue Louise. Wilson était sorti. Mais je vis Félicie, la jeune domestique, qui faisait habituellement sa chambre. Je lui demandai aussitôt si, par hasard, M. Wilson n'avait pas constaté la disparition d'un flacon de son étagère de toilette quelques jours plus tôt. Elle me répondit vivement par l'affirmative, en ajoutant que c'était elle, Félicie, qui avait été accusée. L'Anglais avait manifestement pensé qu'elle l'avait cassé et ne voulait pas l'avouer, mais il n'y avait même jamais touché. C'était certainement un coup de Jeannette, qui fourrait toujours son nez partout. J'arrêtai tant bien que mal son flot de paroles et pris congé. Je savais à présent tout ce que je désirais savoir. Il ne me restait plus qu'à prouver l'exactitude de mon hypothèse.
Mais cela, je m'en rendais compte, ne serait pas chose facile. J'avais peut-être la certitude que Saint-Alard avait dérobé le flacon de trinitrine sur l'étagère de toilette de John Wilson, mais pour pouvoir en convaincre les autres, il me faudrait en apporter la preuve, et je n'en avais pas la moindre. Peu importe, du moins, savais-je. C'était l'essentiel. Vous vous rappelez les problèmes que nous avons rencontrés dans l'affaire Styles, Hastings? Là aussi, je savais. Mais il m'a fallu très longtemps pour trouver le dernier maillon de la chaîne qui prouvait indéniablement la culpabilité de l'assassin. Je demandai alors à parler à mademoiselle Ménard. Elle vint aussitôt. Cependant, lorsque je la priai de me donner l'adresse de monsieur de Saint-Alard, elle parut troublée. « Pourquoi désirez-vous la voir, monsieur ?» me demanda-t-elle. « C'est nécessaire, mademoiselle. » Elle paraissait hésiter, toujours aussi troublée. « Il ne pourra rien vous apprendre, c'est un homme qui est constamment perdu dans ses pensées. Il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Peut-être, mademoiselle, néanmoins, c'était un vieil ami de monsieur Desroulard. Il pourra peut-être me parler de certaines choses, de choses du passé, de vieilles rancunes, d'anciennes amours. » La jeune fille rougit et se mordit la lèvre. « Quand vous voudrez, mais je suis certaine, à présent que je me suis trompée. C'est très aimable de votre part d'avoir accédé à ma requête, mais j'étais alors bouleversée. J'en avais presque perdu la tête. Maintenant, je me rends compte qu'il n'y a aucun mystère à élucider. Oubliez tout cela, je vous en prie, monsieur. » Je l'observai attentivement. « Mademoiselle, lui dis-je alors, il est parfois difficile pour un chien de découvrir une piste. Mais lorsqu'il en a flairé une, rien ne pourra la lui faire abandonner. Du moins, si c'est un fin limier. Or, moi, Hercule Poirot, je me considère comme un très fin limier. » Sans un mot, elle s'éloigna et revint quelques instants plus tard avec l'adresse écrite sur une feuille de papier. Lorsque je quittai la maison, je trouvai François qui m'attendait à l'extérieur. Il me regarda d'un air anxieux. « Il n'y a rien de nouveau, monsieur ?»« Pas encore, mon ami. »« Ah, pauvre monsieur Desroulard, soupira-t-il. Moi aussi je partageais ses idées. Je pense pas beaucoup de bien de ces prêtres. Je me garderai bien cependant de le dire ici. Les femmes sont toutes des bigotes. Remarquez, ce n'est peut-être pas plus mal. Madame est très pieuse. Et mademoiselle Virginie aussi. » Mademoiselle Virginie? Très pieuse? En revoyant son visage ravagé par les larmes le jour où elle était venue me trouver, je me posai la question. Ayant obtenu l'adresse de monsieur de Saint-Alard, je ne perdis pas de temps. Une fois arrivé aux environs de son château, dans les Ardennes, il me fallut cependant quelques jours pour trouver un moyen de pénétrer dans la place. Je finis par en trouver un. Vous ne devinerez jamais comment. En me faisant passer pour un plombier. Il ne me fallut que quelques minutes pour provoquer une jolie fuite de gaz dans sa chambre à coucher. Je repartis chercher mes outils et fis en sorte de retourner là-bas à une heure où j'étais certain d'avoir pratiquement le champ libre. Je ne savais pas très bien ce que je cherchais. La seule pièce à conviction qui m'intéressa, je doutais fort d'avoir la moindre chance de tomber dessus. Saint-Alard n'aurait pas pris le risque de la garder. Pourtant, lorsque je trouvai la petite armoire de toilette de sa salle de bain, fermée à clé, je ne pus résister à la tentation de jeter un coup d'œil à l'intérieur. La serrure était très facile à crocheter, et en quelques secondes, j'avais ouvert l'armoire de toilette. Elle était pleine de vieux flacons. Je les ai pris un à un, d'une main tremblante, et soudain je poussai un cri de triomphe. Figurez-vous, mon ami, que je tenais dans ma main une petite fiole portant l'étiquette d'une pharmacie anglaise sur laquelle était écrit « Comprimé de trinitrine. En prendre un quand c'est nécessaire. Monsieur John Wilson. » Je contins mon émoi, refermai la petite boîte, glissai le flacon dans ma poche et continuai de réparer la fuite de gaz. Faut être méthodique. Puis je quittai le château et repartis pour mon pays par le train suivant. J'arrivai à Bruxelles en fin de soirée. Le lendemain matin, j'étais occupé à rédiger un rapport pour le préfet, lorsqu'on m'apporta un mot. Il venait de la vieille madame Desroulard, qui me demandait de me présenter à l'avenue Louise le plus tôt possible. Ce fut François qui m'ouvrit. « Madame la baronne vous attend, me dit-il. » Il me conduisit aux appartements de la vieille dame, qui trônait dans un grand fauteuil. Mademoiselle Virginie n'était pas là. « Monsieur Poirot, me dit madame Desroulard, je viens de découvrir votre véritable identité. En réalité, vous êtes inspecteur de police. »« C'est exact, madame. Et vous êtes venu ici pour enquêter sur les circonstances de la mort de mon fils. »« C'est exact, madame, répondis-je à nouveau. »«
Je serais heureuse que vous me disiez où vous en êtes. » J'hésitais à répondre. « Auparavant, j'aimerais pour ma part savoir qui vous a mis au courant, madame. Quelqu'un qui s'est retiré de ce monde. » Ces paroles et le ton lugubre sur lequel elle les avait prononcées me firent frissonner, et pendant un moment je fus incapable de parler. « C'est pourquoi, monsieur, je vous prie instamment de me dire exactement où en est votre enquête, poursuivit-elle. « Elle est terminée, madame. Mon fils a été délibérément tué. Vous savez par qui? »« Oui, madame. »« Qui donc? »« Monsieur de Saint-Alard. » La vieille dame secoua la tête. « Vous vous trompez. Monsieur de Saint-Alard est incapable d'un tel crime. J'ai les preuves en main. À nouveau, je vous prie de tout me dire. » Cette fois, je m'exécutai, lui relatant les différentes démarches qui m'avaient conduit à la découverte de la vérité. Elle m'écouta attentivement et, lorsque j'eus terminé, elle hocha la tête. « Oui, tout s'est passé comme vous le dites, mais vous vous êtes trompé sur un point. Ce n'est pas monsieur de Saint-Alard qui a tué mon fils, c'est moi, sa mère. » Je la regardai d'un air ébahi, tandis qu'elle continuait de hocher doucement la tête. « C'est une bonne chose que je vous ai demandé de venir, et c'est la providence divine qui a voulu que Virginie me dise, avant d'aller au couvent, ce qu'elle avait fait. Écoutez, monsieur Poirot, mon fils était un homme mauvais, il persécutait l'Église, il vivait dans le péché, il a entraîné d'autres âmes avec lui. Mais il y a pire. Un matin que je sortais de ma chambre, j'ai vu ma belle-fille debout en dehors de l'escalier. Elle lisait une lettre. Mon fils est alors arrivé, tout doucement derrière elle, et l'a poussée brutalement. Elle est tombée et a heurté de la tête les marches en marbre. Lorsqu'on l'a relevée, elle était morte. Mon fils était un assassin, et moi seule, sa mère, le savait. La vieille dame ferma les yeux un instant. Vous ne pouvez pas imaginer, monsieur, ma souffrance, mon désespoir. Que devais-je faire? Le dénoncer à la police? Je ne devais m'y résoudre. C'était mon devoir, mais mon cœur de mère y répugnait. D'ailleurs, m'aurait-on cru? Ma vue avait beaucoup baissé depuis quelque temps. On m'aurait dit que je me trompais. Je gardai donc le silence. Mais ma conscience me torturait. En ne parlant pas, je me faisais complice d'un meurtre. Mon fils hérita de l'argent de sa femme et continua de mener la belle vie. Et voilà qu'il était sur le point d'accéder à un portefeuille de ministre. Il persécuterait plus que jamais l'Église. Et puis il y avait Virginie, cette pauvre enfant si belle, si pieuse, était fascinée par ce démon. Il avait un étrange et terrifiant pouvoir sur les femmes. J'ai deviné ce qui allait se passer, mais je ne pouvais l'empêcher. Il n'avait aucune intention de l'épouser. Et le moment arriva où je la sentais prête à lui céder. J'ai alors vu où était mon devoir. C'était mon fils. Je lui avais donné la vie. J'étais responsable de ses actes. Il avait déjà tué physiquement une femme. À présent, il allait en tuer une moralement. Je me suis introduite dans la chambre de M. Wilson et j'ai pris le flacon de comprimé. Il avait dit une fois en riant qu'il y avait là de quoi tuer un homme. Je suis allé dans le bureau et me suis approché de la table où était toujours posée une grande boîte de chocolat. J'en ai ouvert une neuve par erreur, mais il y avait aussi l'autre. Il n'y restait qu'un chocolat, ce qui simplifiait les choses. Personne d'autre que mon fils et Virginie n'en mangeait après dîner. Il me suffisait de garder Virginie avec moi ce soir-là. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Madame Desroulards ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Monsieur Poirot, je remets mon sort entre vos mains. Les médecins m'ont dit qu'il ne me restait que peu de temps à vivre. Je suis prête à répondre de mon acte devant Dieu. Dois-je aussi en répondre sur terre, devant les hommes ?» J'hésitai. « Mais le flacon vide, madame, dis-je pour gagner du temps. Comment est-il arrivé en la possession de M. Saint-Alard? Lorsqu'il est venu me dire au revoir, je l'ai glissé dans sa poche. Je ne savais pas comment m'en débarrasser. Je suis si infirme que je ne peux pas tellement me déplacer sans aide. Et si l'on l'avait trouvé dans mes appartements, cela aurait pu éveiller les soupçons. Comprenez bien, monsieur, poursuivit la vieille dame en se redressant de toute sa hauteur. Je n'ai absolument pas fait cela pour faire porter les soupçons sur M. de Saint-Alard. Je n'ai jamais eu pareille intention. Je pensais qu'en trouvant un flacon vide dans ses affaires, son valet de chambre la jetterait sans se poser de questions. Je hochai la tête. « Je comprends, madame. Et votre décision, monsieur ?»
Elle m'avait posé la question d'une voix ferme, la tête toujours aussi haute. Je me levai. Madame, lui dis-je, j'ai bien l'honneur de vous saluer. J'ai mené mon enquête et j'ai échoué. N'en parlons plus. Poirot resta silencieux un moment, puis il ajouta calmement. La vieille dame mourut une semaine plus tard. Mademoiselle Virginie fit son noviciat et prit le voile. Voilà toute l'histoire, mon ami. Je dois reconnaître que je ne m'y suis pas montré à mon avantage. Mais ce n'était pas vraiment un échec, répliquai-je. Qu'auriez-vous pu penser d'autre, étant donné les circonstances? Comment, mon ami, s'écria Poirot en s'animant brusquement. Vous ne comprenez donc pas? Mais j'ai été le roi des imbéciles. Je n'ai vraiment pas su faire fonctionner ma matière grise. Quand je pense depuis le début que je disposais d'un indice essentiel. Quel indice? Mais la boîte de chocolat, voyons. Quelqu'un qui a une bonne vue aurait-il commis une telle erreur? Je savais que Madame Desroulards souffrait de cataracte. Le collyre à l'atropine en était la preuve. Il n'y avait qu'une personne dans la maison dont la vue était si faible qu'elle pouvait confondre les deux couvercles. C'est la boîte de chocolat qui m'a mise sur la piste, et pourtant, à aucun moment je n'ai saisi la véritable signification de l'interversion des couvercles. J'ai aussi manqué de psychologie. Si M. de Saint-Alard avait été l'assassin, il n'aurait jamais gardé la pièce à conviction que constituait le flacon vide. Le fait que je l'ai trouvé dans ses affaires était justement une preuve de son innocence. Je savais déjà, par mademoiselle Virginie, que c'était un homme distrait. Oui, c'est vraiment une triste affaire que je vous ai racontée là. D'ailleurs, vous êtes le seul à qui j'en ai parlé. Vous comprenez, je ne m'y suis pas montré bien brillant. Une vieille dame commet un meurtre d'une façon si adroite et si simple que moi, Hercule Poirot, je me laisse complètement berner. Sapristi, c'est inimaginable. Oubliez cette histoire, ou plutôt, non, souvenez-vous-en. Et si à un moment donné vous trouvez que je deviens trop infatué de ma personne, c'est peu vraisemblable, mais cela pourrait arriver. Je dissimulai un sourire. Eh bien, mon ami, reprit Poirot, dites-moi simplement, la boîte de chocolat, c'est entendu? Marche est conclu. Après tout, reprit Poirot d'un air pensif, ce fut une sacrée expérience. Moi qui ai incontestablement l'esprit le plus brillant d'Europe, je pouvais me permettre d'être magnanime. La boîte de chocolat, murmurai-je avec douceur. Pardon, mon ami? Je regardais le visage innocent de Poirot tandis qu'il se penchait en avant pour mieux entendre, et je fus pris de remords. Il m'avait souvent fait souffrir, mais moi aussi. Bien que ne possédant pas l'esprit le plus brillant d'Europe, je pouvais me permettre de me montrer magnanime. Oh, rien, rien, dis-je avant d'allumer une autre pipe en souriant intérieurement. Fin. L'histoire s'intitule Le mystère de Hunter's Lodge. Mon cher Hastings, je comprends que je ne vais pas mourir cette fois-ci, murmura Poirot. Cette remarque optimiste d'un malade atteint de la terrible grippe était d'un heureux effet. J'avais le premier souffert de cette maladie, et Poirot n'y avait pas échappé. Il était maintenant assis sur son lit, appuyé sur de nombreux oreillers, la tête émergeant d'un châle de laine, et il buvait lentement une tisane que j'avais soigneusement préparée d'après ses instructions. Eh bien oui, continua mon ami, je vais redevenir moi-même le grand Hercule Poirot, la terreur des malfaiteurs. Et vous êtes une personnalité, Poirot, et heureusement pour vous, vous n'avez manqué dernièrement aucune affaire intéressante. C'est vrai, je n'ai pas à regretter les quelques cas que j'ai refusés. À cet instant, la propriétaire entra. Il y a en bas un monsieur qui veut absolument voir monsieur Poirot. Ou vous, capitaine Hastings. Il a l'air très grand. Voici sa carte. Elle me tendit le Bristol et je lus. Monsieur Roger Havering. Poirot dirigea ses regards vers la bibliothèque. Immédiatement, je compris ce qu'il voulait et lui tendis le Gotha. Il le feuilleta rapidement. Deuxième fils du 5e baron Windsor, épousant en 1913 Zoé, quatrième fille de William Crabbe. Dis-je, je crois bien que c'est elle qui jouait au théâtre. Frivolity. Mais elle se faisait appeler Zoé Carisbrooke. Je me souviens qu'elle épousa un jeune homme de la société avant la guerre. Voulez-vous aller voir ce que désire ce visiteur, Hastings? Excusez-moi auprès de lui. Roger Havering était un homme d'environ 40 ans, grand et très élégant. Mais ses traits étaient contractés et ses yeux hagards. Je compris immédiatement qu'il était en proie à une terrible agitation. « Capitaine Hastings »
Vous êtes le collaborateur de M. Poirot, n'est-ce pas? Il faut absolument qu'il vienne avec moi, dans le Derbyshire, aujourd'hui. Je suis navré, monsieur, mais c'est impossible, répliquai-je. Poirot est au lit avec la grippe. Oh mon Dieu, murmura-t-il, découragé. Cela est un coup terrible pour moi. Je comptais tant sur lui. C'est donc une affaire très sérieuse. Oh oui, mon oncle, le meilleur ami que j'avais sur terre, a été assassiné la nuit dernière. À Londres? Non, dans le Derbyshire. J'étais à Londres, et j'ai reçu un télégramme de ma femme ce matin. C'est pourquoi je suis venu tout de suite prier M. Poirot de prendre l'affaire en main. Excusez-moi un instant, je vous prie, dis-je, frappé par une idée lumineuse. Je montai l'escalier 4 à 4, et en quelques mots je mis Poirot au courant de la situation. Il ne me laissa pas achever. Je comprends. Vous voulez y aller vous-même, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi pas? Je pense que maintenant vous connaissez ma méthode. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire un rapport chaque jour et de suivre à la lettre les instructions que je vous télégraphierai. Je fus d'accord avec lui et partis. 1 heure plus tard, je quittai Londres, assis en face de M. Havering, dans un compartiment de première classe de Midland Railway. Pour commencer, capitaine Hastings, il faut que je vous explique que Hunter's Lodge, le lieu du drame, est un petit chalet de chasse au milieu des marais du Derbyshire. Notre domicile habituel est près de Newmarket, et nous louons généralement un appartement en ville pour la saison. Hunter's Lodge est entretenu par une femme de charge qui suffit bien à nous servir seule quand nous y allons passer un week-end. Bien entendu, pendant la chasse, quand nous emmenons nos domestiques de Newmarket, mon oncle, M. Harrington Pace, vous savez probablement que ma mère était une demoiselle Pace de New York, habite avec nous depuis 3 ans. Il ne s'est jamais bien accordé, ni avec mon père, ni avec mon frère aîné. Mais il me témoignait une grande affection. Je suis pauvre et mon oncle était très riche. Enfin, il nous aidait beaucoup. De plus, sa compagnie était agréable. Nous nous entendions très bien tous les 3. Il y a 2 jours, il se sentit fatigué de la vie mouvementée de la ville et nous proposa de passer 2 ou 3 jours à Hunter's Lodge. Ma femme télégraphia à Madame Middleton, la femme de charge, et nous partîmes aussitôt. Hier, je fus obligé de revenir à Londres, mais ma femme et mon oncle restèrent ce matin. J'ai reçu ce télégramme. Il me le tendit. Venez tout de suite. Oncle Harrington assassiné hier soir. Amenez bon détective si possible. Mais venez vite. Zoé. Et vous n'avez aucun détail? Non. À 3 heures, nous arrivâmes à la gare de Elmersdale. Là, nous prîmes une auto, car 5 kilomètres nous séparaient encore de Hunter's Lodge. En arrivant à cette maison de pierre grise, seul au milieu des marais, je ne pus m'empêcher de frissonner. Comme c'est triste, murmurai-je. Je vais essayer de m'en débarrasser, répondit Havering. Jamais plus je ne pourrai vivre dans cette maison. Il ouvrit la grille, et nous longions l'étroit sentier qui conduit à la maison. Lorsqu'une silhouette familière apparut et vint à notre rencontre. « Japp » m'écriai-je. L'inspecteur de Scotland Yard me fit un petit signe amical avant de s'adresser à mon compagnon. « Monsieur Havering, je suppose. Je suis envoyé de Londres pour m'occuper de cette affaire, et j'aimerais vous parler un instant, s'il vous plaît. Ma femme. Je l'ai vue, monsieur, ainsi que la femme de charge. Je ne vous retiendrai qu'un instant, mais il me tarde de retourner au village à présent que j'ai vu tout ce qui pouvait m'intéresser ici. Je ne sais rien. Évidemment, reprit Japp, mais néanmoins je serais heureux d'avoir votre opinion sur une ou 2 petites choses. Le capitaine Hastings va aller annoncer votre arrivée à Madame Havering. Au fait, qu'avez-vous fait de votre petit ami, capitaine? Il a la grippe. Ah oui, je suis navré. Vous voir ici sans lui me fait penser un peu à une voiture sans son cheval, n'est-ce pas? Sur cette obligeante réflexion, je me dirigeai vers la maison. Je sonnai, car Japp avait refermé la porte derrière lui. Au bout de quelques instants, une femme d'environ 50 ans, vêtue de noir, m'ouvrit. « Monsieur Havering sera ici dans quelques instants, expliquai-je. Il est retenu par l'inspecteur. Je suis venu de Londres, avec votre maître, pour l'aider dans ses recherches. Vous allez peut-être pouvoir me dire en quelques mots ce qui est arrivé la nuit dernière. Entrez donc, monsieur. » Elle referma la porte derrière moi, et c'est dans un hall assez sombre qu'elle me parla. Un homme est venu hier soir après dîner. Il m'a dit qu'il voulait voir M. Pace, et je l'ai fait entrer dans le bureau, où M. Havering range ses fusils. Il n'a pas voulu me dire son nom. Sur le moment, je n'y ai pas attaché d'importance, mais maintenant, cela me paraît un peu étrange. Je suis allé prévenir M. Pace, qui sembla étonné de cette visite tardive. Il a simplement dit à madame « Excusez-moi, Zoé. Il faut que j'aille voir ce que me veut cet homme. » Puis, il est entré dans le bureau, et je suis retourné à la cuisine.
Quelques minutes après, j'ai entendu un bruit de querelle, et je suis sorti dans le couloir. Au même instant, madame est sortie, elle aussi. Et c'est alors que nous entendîmes une détonation, puis un silence de mort. Nous nous sommes précipités vers le bureau, mais la porte était fermée à clé. Nous avons été obligés de passer par la fenêtre qui était ouverte. À l'intérieur, M. Pace gisait au milieu d'une mare de sang. Et qu'était devenu le visiteur? Il se sera certainement enfui par la fenêtre, monsieur, avant que nous ayons le temps d'arriver. Et après? Madame Havering m'a envoyé chercher la police. Il y avait 5 kilomètres de marche à faire. Les policiers sont revenus avec moi et le chef a passé la nuit à la maison. L'inspecteur de Londres est arrivé ce matin. Cet homme qui vint voir M. Pace, comment était-il? La femme de charge réfléchit un instant. Il avait une barbe noire, monsieur. Paraissait avoir 40 ans. 50 au plus. Il portait un pardessus clair. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son accent américain. Très bien, merci. Pourrais-je voir Madame Havering? Elle est en haut, monsieur. Dois-je l'appeler? S'il vous plaît, dites-lui que Monsieur Havering est dans le jardin avec l'inspecteur Japp et que le monsieur qui l'a amené de Londres serait heureux de lui parler le plus tôt possible. Entendu, monsieur. Madame Havering ne se fit pas attendre longtemps. J'entendis bientôt un pas léger qui descendait l'escalier, et en levant la tête, je vis une jolie jeune femme s'avancer vers moi. Elle était vêtue d'un pull au vert rouge feu et d'un chapeau de même teinte, qui essayait merveilleusement à sa physionomie, éveillée et vivante. Même la tragédie qui venait de se dérouler presque sous ses yeux n'avait pas réussi à diminuer la puissance de vie qui semblait émaner d'elle. « Oh, mais j'ai souvent entendu parler de vous et de votre collègue, monsieur Poirot, dit-elle. Vous avez fait ensemble des choses admirables. Je suis ravie que mon mari ait pu vous atteindre aussi rapidement. Maintenant, désirez-vous me poser quelques questions? C'est le meilleur moyen d'apprendre tout ce dont vous avez besoin sur cette pénible affaire, n'est-ce pas? En effet, madame. Pouvez-vous me dire à quelle heure cet homme est arrivé? Il devait être 9 heures. Nous avions fini de dîner et prenions le café en fumant une cigarette. Votre mari était déjà parti pour Londres? Oui, il est parti par le train de 6h15. Est-il allé à pied ou en auto à la gare? Notre auto n'est pas ici. Une voiture du garage de Elmersdale est venue le chercher pour le conduire à la gare. Monsieur Pace était-il dans son état normal? Oh, très normal, à tout point de vue. Maintenant, madame, serait-ce possible de me décrire le visiteur? Malheureusement, non, je ne l'ai pas vu. Madame Middleton l'a fait entrer directement dans le bureau et est venue prévenir mon oncle. Et qu'a dit votre oncle? Il a paru assez contrarié, mais cependant, il est allé tout de suite voir cet homme. C'est à peu près au bout de 5 minutes que j'ai entendu les voix s'élever. Je me suis précipité dans le hall au moment même où madame Middleton sortait de la cuisine. À cet instant, nous avons entendu le coup de fusil. La porte du bureau était fermée à clé de l'intérieur, et nous avons dû entrer par la fenêtre. Naturellement, cela nous prit quelques minutes, qui permirent au meurtrier de s'échapper. Mon pauvre oncle, sa voix se brisa, avait reçu une balle dans la tête. Je vis tout de suite qu'il était mort. J'ai envoyé à madame Middleton chercher la police. J'ai bien pris soin de ne toucher à rien dans la pièce, de tout laisser tel que je l'avais trouvé. Vous avez bien fait. Mes larmes. Je crois pouvoir imaginer ce qui s'est passé, capitaine. 2 revolvers appartenant à mon mari étaient accrochés au mur. L'un d'eux n'y est plus. Je l'ai fait remarquer aux policiers et ils ont emporté l'autre. Quand ils auront pu retirer la balle de la blessure, je suppose qu'ils identifieront l'arme. Puis-je aller dans le bureau? Certainement. La police a terminé dans cette pièce, mais le corps a été enlevé. Elle m'accompagna. À ce moment, Havering entra dans le hall. Avec un mot d'excuse, sa femme courut à lui. Je restai donc seul pour entreprendre mes recherches. Je ne trouvai aucun indice. Seule une immense tache de sang sur le tapis. J'ai examiné tout avec une grande attention et pris 2 photographies de la pièce avec le petit appareil que j'avais emporté. J'ai examiné aussi dans le jardin le terrain à proximité de la fenêtre, mais il avait été tellement piétiné qu'il était inutile de perdre mon temps. Ayant vu tout ce que Hunter's Lodge pouvait me montrer, je ne pouvais plus qu'à retourner à Elmersdale et à me mettre en rapport avec Japp. Je pris donc congé des Havering. Je trouvai Japp à Matlock's Arms, et il m'emmena voir le corps. Harrington Pace était petit, complètement rasé, le vrai type américain. Le coup l'avait atteint derrière la tête et fut, sans aucun doute, tiré de très près. Il se retourna un instant, déclara Japp. Son visiteur arracha un revolver du mur et le tua. Celui que madame Havering nous a confié était chargé, alors je suppose que l'autre l'était également.
L'inconscience de certaines personnes est inconcevable. Accrocher 2 revolvers chargés à un mur? Oh non, tout de même. Que pensez-vous de tout cela? Demandai-je quand nous nous fûmes retirés. Pour commencer, je surveille Havering. Oui, ajouta-t-il devant ma stupéfaction. Havering a 1 ou 2 affaires louches dans son passé. Quand il était encore enfant à Oxford, il y eut une histoire au sujet d'un chèque de son père qu'il avait signé. Puis il a beaucoup de dettes en ce moment. Ce sont des dettes qu'il n'aurait pas voulu révéler à son oncle. Oui, j'ouvrirai l'œil sur lui. C'est pourquoi je tenais à lui parler avant qu'il n'ait vu sa femme. Mais leur déclaration concorde très bien. Je suis allé à la gare, il est réellement parti pour le train de 6h15 hier. Cela le menait à Londres vers 10h30. Il dit être allé directement à son club, et si cela est confirmé, il n'aurait bien entendu pas pu tuer son oncle ici à 9h sous l'aspect d'un homme à barbe noire. J'allais justement vous demander ce que vous pensiez de cette barbe. Japp fronça les sourcils. Je pense qu'elle a poussé très vite, pendant les 5 kilomètres qui séparent Elmersdale de Hunter's Lodge. Tous les Américains que j'ai connus étaient rasés. C'est parmi les associés américains de M. Pace qu'il faudra chercher le meurtrier. J'ai interrogé la femme de charge d'abord, puis sa maîtresse, et leurs dépositions ne se contredisent en aucun point. Mais je regrette que Mme Havering n'ait pas pu voir le visiteur. Je me mis à écrire un rapport détaillé à Poirot avant d'expédier ma lettre. Je pus y ajouter quelques renseignements supplémentaires. On avait retiré la balle du cadavre et constaté qu'elle avait été tirée avec un revolver identique à celui qu'avait pris la police dans le bureau de Hunter's Lodge. De plus, tous les déplacements de M. Havering au cours de la nuit précédente avaient été vérifiés, et il fut prouvé qu'il était bien arrivé à Londres par le train désigné. Enfin, une découverte importante venait d'être faite. Un gentleman de Londres, habitant Ealing, avait trouvé ce matin, en traversant le passage à niveau, un paquet enveloppé de papier marron entre les rails. En l'ouvrant, il vit un revolver qu'il s'empressa de remettre à la police du lieu. Quelques heures plus tard, cette arme fut reconnue comme étant bien celle que nous cherchions, semblable à celle que Mme Havering nous avait donnée. Une balle en avait été tirée. Le lendemain matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, je reçus un télégramme de Poirot. Naturellement, l'homme à la barbe noire n'était pas Havering. Il n'y a que vous ou Japp pour avoir une telle idée. Télégraphiez-moi une description, femme de charge, quels habits elle portait hier, ainsi que Mme Havering. Inutile perdre son temps à prendre photo intérieure. Trop posé et pas du tout artistique. Poirot me parut légèrement ironique. Je pensais aussi qu'il était un peu jaloux de moi. Je trouvais sa demande au sujet des habits portés par les 2 femmes absolument ridicule. Mais je lui obéis. À 11h, la réponse de Poirot arriva. Conseiller Japp arrêter femme de charge, avant qu'il ne soit trop tard. Complètement dérouté, j'allais montrer ce télégramme à Japp. Si M. Poirot dit cela, c'est qu'il y a une raison. J'ai à peine vu cette femme. Je ne sais pas si je peux l'arrêter déjà, mais je vais la faire surveiller. Allons à Hunter's Lodge, tout de suite. Mais il était trop tard. Madame Middleton, cette femme si tranquille et si respectable, avait disparu, laissant sa malle qui ne contenait rien d'anormal, et rien ne pouvait nous révéler son identité. Madame Havering nous dit ce qu'elle savait d'elle. Je l'ai engagée il y a à peu près 3 semaines, nous dit-elle, quand M. Emery, notre précédente femme de charge, nous quitta. Elle me fut indiquée par le bureau de placement de Madame Selbourne, dans Mont Street. C'est de là que me viennent tous mes employés, et de toutes, Madame Middleton me parut la plus gentille. Elle possédait d'ailleurs de très bonnes références. Je l'ai engagée tout de suite, et en ai informé l'agence. Je crois cette femme à l'abri de tout soupçon. Elle était si calme et si douce. Il y avait là un mystère. Il était clair que cette femme n'aurait pu commettre le crime elle-même, puisque Mme Havering était près d'elle quand le coup est parti. Cependant, si elle n'avait pas été mêlée à ce meurtre, pourquoi aurait-elle tourné les talons si brusquement? Je télégraphiai ces dernières nouvelles à Poirot, et suggérai de faire une enquête à l'agence de Selbourne. Sa réponse ne tarda pas. Enquête agence inutile, on n'aura jamais entendu parler d'elle. Chercher quel véhicule la conduisait à Hunter's Lodge le jour de son arrivée. Quoiqu'un peu étonné, je m'exécutai. Les moyens de transport étaient très restreints à Elmersdale. Le garage avait 2 Ford, mais aucune ne fut demandée ce jour-là. Madame Havering expliqua qu'elle avait donné à Madame Middleton suffisamment d'argent pour son voyage jusqu'au Derbyshire et loué une voiture pour la conduire à Hunter's Lodge. Il restait toujours une Ford disponible à la gare de Elmersdale, et personne le soir du meurtre n'avait vu un étranger à barbe noire. On en conclut donc que le visiteur de M. Pace vint directement en auto, repartit de même, et que cette auto devait être celle qui avait amené la femme de charge lorsqu'elle entra au service des Havering. Je dois avouer que le renseignement pris à l'agence de placement
démontrèrent que Poirot avait raison. On ne connaissait pas de Madame Middleton. Le directeur avait en effet reçu la demande de l'honorable Madame Havering et lui avait envoyé plusieurs personnes. Mais quand celle-ci paya l'agence, elle oublia de dire qui elle avait choisi. Un peu découragé, je rentrai à Londres. J'y trouvai Poirot dans un fauteuil. « Mon ami Hastings, comme je suis heureux de vous voir. Vous vous êtes bien amusé? Vous avez bien trotté avec ce bon Jap. Vous avez interrogé, enquêté tout votre soul? » Poirot, dis-je, cette affaire est un profond mystère qui ne sera jamais éclairci. Ce n'est pas cela qui m'embarrasse. Je sais très bien qui a tué Harrington Pace. Vous le savez? Mais comment? Comment l'avez-vous découvert? Tout simplement parce que vous avez répondu à mes télégrammes. Reprenons les faits ensemble. Voulez-vous? Numéro 1. Monsieur Harrington Pace possède une énorme fortune qui passera sans aucun doute à son neveu. Numéro 2. On sait que son neveu est dans une situation très embarrassante. Numéro 3. On sait aussi que ce neveu n'a pas une conscience très pure. Mais on a la certitude que Roger Havering était à Londres le soir du crime. Oui, puisque M. Havering a quitté Elmersdale à 6h15 et que d'après les déclarations du docteur, M. Pace n'est pas mort avant son départ. Nous en concluons que Havering n'a pas tué son oncle. Mais il y a une Madame Havering, Hastings. Mais ce n'est pas possible, la femme de charge était avec elle, quand le coup de feu fut tiré. Ah oui, la femme de charge. Mais elle a disparu. On la retrouvera. Je ne le pense pas. Il y a quelque chose de bizarre au sujet de cette femme, qui m'a frappé tout de suite, Hastings. Elle avait un rôle à jouer. Et quel rôle? Probablement de laisser entrer l'homme à la barbe noire, répondis-je. Oh non, pas cela. Son rôle était donner un alibi à Madame Havering au moment où le coup fut tiré. Et personne ne la retrouvera, mon ami, parce qu'elle n'existe pas. Que voulez-vous dire, Poirot? Tout simplement que Zoé Havering était une actrice avant son mariage, que vous et Jap n'avez vu la femme de chambre que dans un hall très sombre, une humble silhouette en noir, parlant d'une voix faible. Et enfin, ni vous ni Jap ni personne de la police locale n'a vu ensemble Madame Middleton et sa maîtresse. Mais mon cher Hastings, c'était un jeu d'enfant pour cette intrépide jeune femme. Sous prétexte de prévenir sa maîtresse, elle monte, enfile un pull vert d'une couleur vive et un chapeau assorti auquel sont attachées des boucles brunes. Le phare qui la vieillissait disparaît rapidement, un peu de rouge, un nuage de poudre, et la brillante Zoé Havering descend, reprend sa voix claire et chantante, et joue son autre rôle, le sien cette fois. On ne s'inquiète pas particulièrement de la femme de charge, à quoi bon? Elle ne peut pas être mêlée à la tragédie, elle a aussi un alibi. Et le revolver que l'on a trouvé à Ealing, ce n'est pas Madame Havering qui a pu l'y déposer. Non, c'est Roger Havering. Mais là, il a commis une faute, qui m'a mis sur sa trace. Un homme qui trouve un revolver à l'endroit même où il commet son crime ne l'emporte pas à Londres. Il le jette n'importe où. Le plus clair de l'affaire, c'est que le criminel voulait à tout prix éloigner la police de Hunter's Lodge, en portant les soupçons hors du Derbyshire. Bien entendu, ce n'est pas avec le revolver trouvé à Ealing que M. Pace a été tué. Roger Havering a tiré une balle avec cette arme pour nous dérouter, l'a emporté à Londres et allait droit à son club pour avoir un alibi. Il est reparti immédiatement pour Ealing par le train de banlieue. Là, il a déposé le paquet à l'endroit où on l'a trouvé et est revenu en ville. La charmante créature qu'est sa femme a tranquillement tué son oncle après le dîner. Vous vous souvenez que la balle l'a atteint derrière la tête. Puis elle a rechargé le revolver, l'a mis à sa place et a commencé à jouer sa petite comédie. « C'est incroyable, murmurai-je, fasciné. Et cependant, c'est vrai, mais oui, mon cher, vrai. Quant à faire comparaître ce couple en justice, c'est une autre histoire. J'ai écrit tout cela à Jap. Il faut qu'il fasse tout ce qu'il pourra, mais j'ai bien peur, Hastings, que nous soyons obligés de laisser ces criminels au bon gré du sort. Ou du bon Dieu, si vous préférez. Poirot avait raison. Il fut impossible d'établir des preuves suffisantes pour permettre l'arrestation des Havering. La grande fortune de M. Pace passa aux mains des assassins. Cependant, elle ne leur porta pas bonheur. Quelque temps après, j'ai lu dans les journaux que Roger et Madame Havering se trouvaient parmi les victimes de l'accident d'avion du courrier Paris-Londres. La justice était satisfaite. Fin. L'histoire s'intitule « Le roi de trèfle ». La réalité dépasse la fiction, m'exclamai-je en reposant le Daily Newsmonger. Cette réflexion, j'en conviens, n'était pas très originale. Elle irrita même mon ami. Penchant sa tête en forme d'œuf sur le côté, le petit homme chassa un grain de poussière imaginaire de son pantalon
aux plis impeccables. Comme c'est profond, remarqua-t-il. Quel penseur est mon ami Hastings. Sans me montrer froissé par cette ironie insultante, je tapotai le journal que je venais de reposer. Avez-vous lu le Daily Newsmonger ce matin? Oui, et après l'avoir lu, je l'ai soigneusement replié. Je ne l'ai pas jeté à terre comme vous l'avez fait, avec cette absence déplorable d'ordre et de méthode. C'est le pire défaut de Poirot. L'ordre et la méthode sont ses dieux. Il va même jusqu'à leur attribuer sa réussite. Vous avez donc lu le récit du meurtre d'Henry Redburn, l'impresario? C'est ce qui m'a inspiré cette réflexion. Non seulement la réalité dépasse la fiction, mais elle est même encore plus spectaculaire, jugez plutôt. Une famille de braves petits bourgeois anglais, les Hoglanders, le père, la mère, le fils et la fille, la famille type parfaite de ce pays. Les hommes vont tous les jours à la ville, les femmes s'occupent de la maison. Ils mènent une petite vie paisible et monotone. Et tout à coup, hier soir, alors qu'ils jouent tranquillement au bridge, dans le salon de leur coquette maison de Streatham, Daisy Mead, la porte-fenêtre s'ouvre violemment et une femme entre en chancelant dans la pièce. Sur sa robe de satin gris s'étale une tache rougeâtre. Elle murmure un seul mot. Meurtre, avant de s'écrouler à terre sans connaissance. Ils croient la reconnaître d'après les photos qu'ils ont vues d'elle. Il s'agirait de Valérie Sinclair, la célèbre danseuse qui fait fureur à Londres depuis quelque temps. Cette éloquence est-elle la vôtre ou celle du Daily Newsmonger, s'enquit Poirot. Le Daily Newsmonger allait vraisemblablement être mis sous presse et n'a pas pu donner qu'un bref exposé des faits. Mais les possibilités de mise en scène de cette histoire me sont aussitôt apparues. Poirot hocha la tête d'un air pensif. La nature humaine ne va pas sans la comédie. Le tout est de savoir où celle-ci commence. On se trompe souvent. Souvenez-vous-en. Quoi qu'il en soit, je m'intéresse également à cette affaire, car je vais vraisemblablement avoir à m'en occuper. Vraiment? Oui, un homme m'a téléphoné ce matin et m'a demandé un rendez-vous pour le prince Paul de Moranie. Je ne vois pas le rapport. Vous ne lisez donc pas vos jolis petits journaux anglais à scandale? Ceux qui sont pleins d'histoires grotesques de « on dit ». Regardez, je suivis son petit doigt, boudiné, le long des lignes et lus ceci. Le prince étranger et la célèbre danseuse sont-ils réellement fiancés? La jeune femme aime-t-elle sa nouvelle bague de diamants? Mais revenons-en à votre récit dramatique, me dit Poirot. Mademoiselle Sinclair vient de s'évanouir sur le tapis du salon de Daisy Mead. Vous vous en souvenez? Je haussai les épaules et repris l'exposé des faits. À la suite des dernières paroles prononcées par la jeune femme, lorsqu'elle a repris connaissance, les deux hommes de la famille Hoglander sont sortis. L'un à la recherche d'un médecin pour s'occuper d'elle, car elle avait manifestement subi un terrible choc, et l'autre pour se rendre au poste de police. De là, après avoir raconté son histoire, il a accompagné la police à Montdésir, la magnifique villa de M. Redburn, qui se trouve à proximité de Daisy Mead. Ils y ont découvert le célèbre impresario qui, soit dit en passant, ne jouit pas d'une excellente réputation. Étendu à terre, dans la bibliothèque, le crâne fendu en deux, comme une coquille de noix. « Je vous ai coupé vos effets, » remarqua Poirot d'un ton aimable. « Je vous prie de m'en excuser. »« Ah, voilà le prince. » Notre distingué visiteur nous fut annoncé sous le nom de comte Féodore. C'était un grand jeune homme à l'air étrange et agité. Il avait le menton fuyant, la célèbre bouche des Morenberg et des yeux noirs au regard brûlant. « Monsieur Poirot ?» Mon ami s'inclina. « Monsieur, je suis affreusement bouleversé, plus que je ne pourrais l'exprimer par des paroles. » Poirot leva une main. « Je comprends votre inquiétude. Mademoiselle Sinclair est une amie très chère, je crois. » Le prince répondit simplement. « J'ai l'espoir d'en faire ma femme. » Poirot se redressa sur son fauteuil et ouvrit tout grand les yeux. « Je ne serai pas le premier membre de ma famille à faire un mariage morganatique. Mon frère Alexandre a lui aussi défié l'empereur. Nous vivons en des temps plus modernes, où les anciens préjugés de classe n'ont plus cours. D'ailleurs, mademoiselle Sinclair est mon égale par le rang. Vous avez certainement entendu parler de ses origines. On raconte bien des histoires romantiques à son sujet, ce qui n'est pas rare dans le cas d'une danseuse célèbre. Certains disent que c'est la fille d'une domestique irlandaise,
et d'autres que sa mère était une grande duchesse russe. La première version est bien entendu absolument fausse, déclara le jeune homme avec véhémence. Seule la seconde est vraie. Valérie, bien qu'elle soit tenue au secret, me l'a laissé entendre. D'ailleurs, elle en donne la preuve de 1000 façons, sans s'en rendre compte. Je crois à l'hérédité, monsieur Poirot. Moi aussi, je crois à l'hérédité, dit Poirot d'un ton pensif. J'ai d'ailleurs vu des choses bien étranges dans ce domaine. Moi qui vous parle, mais bon, venons-en aux faits. Qu'attendez-vous de moi, prince? Que craignez-vous? Je puis parler librement, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque raison d'impliquer mademoiselle Sinclair dans ce meurtre? Elle connaissait Redburn, bien sûr. Oui, il se disait amoureux d'elle. Et elle? Elle ne voulait pas en entendre parler. Poirot dévisagea le jeune homme avec attention. Avait-elle des raisons d'en avoir peur? Le jeune homme hésita. Il s'est produit un incident. Connaissez-vous Zara la voyante? Non. Elle est fantastique. Vous devriez aller la consulter un de ces jours. Valérie et moi sommes allés la voir la semaine dernière. Elle nous a tiré les cartes. Elle a parlé pour Valérie d'ennui, de nuages noirs, puis elle a retourné la dernière carte, la carte de couverture, comme on l'appelle. C'était le roi de trèfle. Elle a dit alors à Valérie, faites attention. Un homme vous tient en son pouvoir. Vous avez peur de lui, il vous met en très grand danger. Voyez-vous de qui je veux parler? Valérie était toute pâle. Elle a hoché la tête et répondu oui. Oui, je vois. Nous sommes partis très peu de temps après. Les derniers mots de Zara pour Valérie ont été « Méfiez-vous du roi de trèfle, un danger vous menace ». J'ai questionné Valérie, mais elle n'a rien voulu me dire. Elle m'a assuré que tout allait bien. Mais après ce qui s'est passé hier soir, je suis plus que convaincu que c'est Redburn qu'elle a vu dans le roi de trèfle, et que c'est lui, l'homme dont elle avait peur. Le prince se tut brusquement. Vous comprendrez donc mon agitation quand j'ai ouvert les journaux ce matin. À supposer que Valérie, dans un accès de folie... Oh non, c'est impossible. Poirot se leva et tapota doucement l'épaule du jeune homme. Calmez-vous, je vous en prie, et faites-moi confiance. Irez-vous à Streatham? Je pense qu'elle y est encore, à Daisy Mead, terrassée par le choc. J'y vais sur le champ. J'ai tout arrangé par l'intermédiaire de l'ambassade. Vous aurez accès partout. Nous allons donc nous mettre en route, Hastings. Vous m'accompagnez? Au revoir, prince. Mon désir était une villa luxueuse, extrêmement moderne et confortable. On y accédait par une courte allée et de splendides jardins s'étendaient derrière la maison sur près de 2 hectares. Dès que Poirot eut mentionné le nom du prince Paul, le maître d'hôtel, qui nous avait ouvert, nous emmena sur les lieux du crime. La bibliothèque était une pièce magnifique, qui occupait toute une aile et avait une fenêtre à chaque bout, donnant l'une sur l'allée et le devant de la maison, l'autre sur le jardin. C'était dans le renforcement de cette dernière qu'avait été découvert le corps. Il avait été enlevé un moment plus tôt, une fois le travail de la police terminé. « C'est ennuyeux, murmurai-je. Qui sait quels indices ils ont pu effacer ?» Mon ami sourit. « Allons, combien de fois devrais-je vous dire que les indices viennent de l'intérieur? C'est dans la matière grise que se trouve la solution de toute énigme. » Il se tourna vers le maître d'hôtel. « Je suppose qu'en dehors du fait qu'on a enlevé le corps, rien n'a été touché dans la pièce. »« Non, monsieur. Elle est exactement comme la police l'a trouvée hier soir. » Ces rideaux, je vois qu'ils occupent toute la largeur du renforcement. Il y a les mêmes dans l'autre fenêtre. Étaient-ils tirés hier soir? Oui, monsieur, on les tire tous les soirs. Dans ce cas, monsieur Redburn a dû les rouvrir lui-même. Je le suppose, monsieur. Saviez-vous que votre maître attendait une visite hier soir? Il ne me l'a pas précisé, monsieur, mais il a donné l'ordre qu'on ne le dérange pas après le dîner. Voyez, monsieur, cette porte-fenêtre donne sur la terrasse qui longe le côté de la maison. Il peut avoir fait entrer quelqu'un par là. Était-ce dans ses habitudes? Le maître d'hôtel tout sauta discrètement. Je le crois, oui, monsieur. Poirot s'approcha de la porte en question. Elle était fermée à clé. Il l'ouvrit et sortit sur la terrasse qui rejoignait l'allée sur la droite. Sur la gauche, elle aboutissait à un mur de briques rouges. Le verger, monsieur, expliqua le maître d'hôtel. On y entre par un portail situé un peu plus loin. Mais nous le fermons à clé tous les soirs à 6 heures. Poirot hocha la tête et revint dans la bibliothèque, suivi du maître d'hôtel. N'avez-vous rien entendu hier soir?
Seulement des voix dans la bibliothèque, un peu avant 9 heures. Mais cela n'avait rien d'extraordinaire, d'autant plus que l'une d'elles était une voix de femme. Évidemment, une fois que nous nous sommes tous trouvés dans l'aile réservée au personnel, à l'autre bout de la maison, nous ne pouvions plus rien entendre. Et puis, vers 11 heures, la police est arrivée. D'après les voix, combien y avait-il de personnes? Je ne saurais le dire, monsieur. J'ai simplement remarqué une voix de femme. Ah! Je vous demande pardon, monsieur, mais le docteur Ryan est encore dans la maison. Désirez-vous le voir? Nous acceptâmes avec empressement, et quelques minutes plus tard, le docteur, un quinquagénaire jovial, nous rejoignit et donna à Poirot tous les renseignements dont celui-ci avait besoin. Redburn était étendu près de la fenêtre, la tête à côté du siège, en marbre. Il avait 2 blessures, l'une entre les yeux et l'autre, celle qui lui a été fatale, sur la tête à l'arrière. Était-il étendu sur le dos? Oui, voilà la marque. Il indiqua une petite tache sombre par terre. Le coup sur l'arrière de la tête n'aurait-il pas pu être provoqué par la chute? Impossible. Quelle qu'ait été l'arme utilisée, elle a pénétré dans le crâne de plusieurs centimètres. Poirot regardait pensivement devant lui. Dans l'embrasure de chaque fenêtre se trouvait un siège en marbre sculpté, dont les bras se terminaient par une tête de lion. Une lueur apparut dans les yeux de Poirot. Supposons qu'il soit tombé en arrière sur cette tête de lion, et de là est glissé à terre. Cela ne pourrait-il pas provoquer une blessure semblable à celle que vous m'avez décrite? Si, mais la position dans laquelle il était étendu rend cette hypothèse impossible. D'ailleurs, il ne manquerait pas d'y avoir des traces de sang sur le marbre du siège, à moins qu'on les ait fait disparaître. Le docteur haussa les épaules. C'est peu vraisemblable. Quel intérêt aurait-on à donner à un accident l'apparence d'un meurtre? C'est vrai, admit Poirot. À votre avis, l'un des 2 coups n'aurait-il pas pu être porté par une femme? Oh, c'est tout à fait hors de question. Vous pensez à mademoiselle Sinclair, je pense. Je ne pense à personne en particulier, donc je n'ai aucune certitude, répliqua Poirot. Il reporta alors son attention sur la porte-fenêtre ouverte, et le docteur déclara. C'est par ici que mademoiselle Sinclair s'est enfuie. On aperçoit Daisy Mead entre les arbres. Certes, il y a des maisons plus proches, de l'autre côté de la route, sur le devant, mais bien qu'elle se trouve à quelque distance, Daisy Mead est la seule maison visible de ce côté-ci. Je vous remercie de votre amabilité, docteur, dit Poirot. Venez, Hastings, nous allons suivre les pas de mademoiselle Sinclair. Poirot m'entraîna au fond du jardin, qui était fermé par un portail en fer. Nous traversâmes une petite pelouse et nous nous retrouvâmes bientôt devant le portillon qui donnait sur l'arrière de Daisy Mead, une petite maison sans prétention, entourée d'environ 2000 mètres carrés de terrain. Un petit escalier conduisait à une porte-fenêtre. Poirot me l'indiqua d'un mouvement de tête. C'est par là que mademoiselle Sinclair est entrée. Mais pour nous qui ne sommes pas pressés, il est préférable de passer par la porte d'entrée. Une domestique nous ouvrit et nous conduisit dans le salon. Puis, elle alla chercher madame Oglander. Manifestement, la pièce n'avait pas été touchée depuis la veille au soir. On n'avait pas retiré les cendres de la cheminée. La table de bridge se trouvait toujours au milieu, et l'on voyait encore les mains des 4 joueurs, celle du mort retournée, et les 3 autres face contre table. La pièce était surchargée de bibelots de pacotille, et de nombreux portraits de famille plus laids les uns que les autres étaient accrochés au mur. Poirot les examina avec plus d'indulgence que moi, et en redressa 1 ou 2 qui étaient légèrement de travers. La famille, c'est un lien très fort, commenta-t-il. Le sentiment remplace la beauté. J'acquiesçai tout en considérant un tableau de famille représentant un homme moustachu, une femme à grands chignons relevés, un robuste garçon et 2 petites filles enrubannées de façon ridicule. Pensant qu'il devait s'agir d'un ancien portrait de la famille Oglander, je l'étudiai avec intérêt. La porte s'ouvrit alors et une jeune femme entra. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, elle portait une veste de sport couleur beige et une jupe en tweed. Elle nous interrogea du regard, et Poirot s'avança vers elle. « Miss Oglander, je regrette de vous déranger, surtout après les heures que vous venez de connaître. Tout cela a dû être bien pénible. »« Assez désagréable en effet, » admit la jeune fille d'un ton neutre. Je commençais à penser que Miss Oglander manquait tellement d'imagination qu'elle était totalement insensible aux événements dramatiques de l'affaire. J'en eus la confirmation en l'entendant poursuivre. « Veuillez excuser l'état de cette pièce, les domestiques perdent la tête si facilement. »
C'est ici que vous vous trouviez hier soir, n'est-ce pas? Lui demanda Poirot. Oui, après dîner, nous jouions au bridge lorsque... Excusez-moi, depuis combien de temps jouiez-vous? Miss Oglander réfléchit. Je serais incapable de le dire. Il devait être 10 heures du soir. Tout ce que je sais, c'est que nous avions déjà fait plusieurs manches. Et vous-même étiez assise à quelle place? Face à la fenêtre. Je jouais avec ma mère et venais de demander un sans-atout quand soudain la porte-fenêtre s'est ouverte et mademoiselle Sinclair a fait irruption dans la pièce en titubant. Vous l'avez reconnue? Son visage m'était vaguement familier. Elle est encore ici, je crois. Oui, mais elle ne veut voir personne. Elle est encore très abattue. Je pense qu'elle me recevra. Voulez-vous lui dire que je suis là à la demande expresse du prince Paul de Morani? Il me sembla que la mention du nom d'une Altesse royale avait quelque peu ébranlé le calme imperturbable de Miss Oglander. Cependant, elle quitta la pièce sans un mot. Elle revint presque aussitôt pour dire que mademoiselle Sinclair nous recevrait dans sa chambre. Elle nous conduisit à l'étage jusqu'à une chambre à coucher, spacieuse et claire. Une femme était étendue sur un divan près de la fenêtre. Elle tourna la tête à notre entrée. Le contraste entre Miss Oglander et elle me frappa aussitôt, d'autant plus que le teint et les traits, elle n'était pas si dissemblable. Mais quelle différence! Dans ses moindres gestes, ses moindres regards, Valérie Sinclair exprimait le drame. Il émanait d'elle un charme romantique envoûtant. Elle portait une longue robe de chambre de flanelle rouge, un vêtement très ordinaire certes, mais qui sur elle se parait d'une saveur exotique et ressemblait à une tunique orientale de couleur éclatante. Ses grands yeux noirs s'attachèrent à ceux de Poirot. « Vous venez de la part de Paul ?» Sa voix était en harmonie avec son physique, chaude et pleine de langueur. « Oui, mademoiselle, je suis ici pour le servir, ainsi que vous. Que désirez-vous savoir ?»« Tout ce qui s'est passé hier soir. Absolument tout. » La jeune femme eut un sourire là. « Pensez-vous que je mentirais? Je ne suis pas sotte, je me rends bien compte qu'il vaut mieux dire la vérité. Cet homme qui est mort détenait un secret me concernant. Il m'a menacé de le révéler. Par amour pour Paul, j'ai tenté de conclure un accord avec lui. Je ne pouvais pas prendre le risque de perdre Paul. Maintenant qu'il est mort, je ne crains plus rien, mais malgré tout, je ne l'ai pas tué. » Poirot secoua la tête en souriant. « Il est inutile de me préciser cela, mademoiselle. À présent, racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. » Je lui avais offert de l'argent, et il semblait être prêt à traiter avec moi. Il m'avait donné rendez-vous hier soir à 9 heures à mon désir. Je connaissais l'endroit pour y être déjà venu. Je devais passer par la porte-fenêtre de la bibliothèque, de façon que les domestiques ne me voient pas. Excusez-moi, mademoiselle, mais n'étiez-vous pas effrayée de vous y rendre seule la nuit? Est-ce un effet de mon imagination? La jeune femme parut hésiter un instant avant de répondre. Peut-être l'étais-je, mais voyez-vous, je ne pouvais demander à personne de m'accompagner, et j'étais désespéré. Redburn m'a fait entrer dans la bibliothèque. Oh, cet homme, je suis contente qu'il soit mort. Il s'est diverti à mes dépens, comme un chat joue avec une souris. Il m'a accablé de sarcasme. Je l'ai imploré à genoux. Je lui ai offert tous les bijoux que je possède, en vain. Puis il m'a fait part de ses conditions. Peut-être pouvez-vous deviner ce qu'elles étaient. J'ai refusé. Je lui ai dit ce que je pensais de lui. Je me suis emporté. Mais il gardait son sourire impassible. Puis, comme je me taisais enfin, j'ai entendu un bruit. Cela venait de derrière le rideau de la fenêtre. Il l'a entendu aussi. Il s'en est approché, à grands pas, et l'a écarté d'un geste brusque. Un homme se cachait derrière, un homme à l'aspect effrayant, une sorte de vagabond. Il a frappé M. Redburn. Il l'a frappé de nouveau, et M. Redburn s'est écroulé à terre. Le vagabond s'est alors précipité sur moi, avec ses mains tachées de sang. J'ai réussi à lui échapper. Je me suis glissé au dehors par la fenêtre et me suis enfui à toutes jambes. J'ai alors aperçu les lumières de cette maison et j'ai couru dans cette direction. Le store était levé et j'ai vu des gens qui jouaient au bridge. Je suis entrée comme une folle dans la pièce. J'ai simplement eu le temps de murmurer « meurtre », puis tout s'est obscurci. Merci, mademoiselle, cela a dû vous causer un terrible choc. Pour en revenir à ce vagabond, pourriez-vous me le décrire? Vous souvenez-vous de la façon dont il était habillé? Non, tout s'est passé si vite, mais je reconnaîtrai cet homme n'importe où. Son visage est gravé dans ma mémoire.
Une dernière question, mademoiselle. Les rideaux de l'autre fenêtre, celle qui donne sur l'allée, étaient-ils tirés? Pour la première fois, le visage de la danseuse prit une expression perplexe. Elle semblait faire un effort pour se souvenir de ce détail. Eh bien, mademoiselle? Je suis presque certaine, oui, j'en suis certaine. Ils n'étaient pas tirés. C'est curieux, étant donné que les autres l'étaient. Enfin, cela n'a pas grande importance. Comptez-vous rester ici longtemps, mademoiselle? Le docteur pense que je serai en état de rentrer en ville demain. La jeune femme jeta un regard circulaire sur la pièce. Miss Hoglander était repartie. Ces gens sont très gentils, mais nous n'appartenons pas au même monde. Je les choque, et pour ma part, eh bien, je n'aime pas beaucoup la bourgeoisie. Une légère note d'amertume perçait dans sa voix. Poirot hocha la tête. Je comprends. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec mes questions. Pas du tout. Je n'ai que trop hâte que Paul sache la vérité. Bien. Je vous souhaite le bonjour, mademoiselle. Comme nous quittions la pièce, Poirot s'arrêta et s'empara d'une paire d'escarpins en cuir verni. Ce sont les vôtres, mademoiselle? Oui, on vient de les nettoyer et de me les apporter. Tiens, murmura Poirot tandis que nous descendions ensemble l'escalier. Les domestiques ne sont pas si troublés, puisqu'ils ont pensé à nettoyer les chaussures. Quoiqu'ils aient oublié de retirer les cendres de la cheminée. Ma foi, mon ami, il semblait au début y avoir un ou deux points intéressants, mais je crains fort, oui, je crains fort que nous ne devrions considérer cette enquête comme terminée. Tout me paraît très clair. Et l'assassin? Hercule Poirot ne donne pas la chasse aux vagabonds, répondit mon ami d'un ton grandiloquent. Miss Hoglander vint à notre rencontre dans le hall. Si vous voulez bien attendre une minute au salon, mère aimerait vous parler. On n'avait toujours pas remis de l'ordre dans la pièce et Poirot rassembla distraitement les cartes posées sur la table, puis il les battit de ses petites mains parfaitement soignées. « Savez-vous ce que je pense, mon ami ?»« Non, répondis-je impatient d'entendre la suite. Je pense que Miss Hoglander a eu tort de demander un sans-atout. Elle aurait dû se contenter de 3 piques. Poirot, vous exagérez. Mon Dieu, je ne peux pas sans cesse parler de sang et de foudre. » Brusquement, il se redressa. « Hastings, regardez. Il manque le roi de trèfle. »« Zara ?» m'écriai-je. « Hein ?» Il ne semblait pas avoir saisi mon allusion. D'un geste machinal, il remit les cartes en paquet et les rangea dans leur étui. Son visage avait une expression sévère. « Hastings, dit-il enfin, moi, Hercule Poirot, j'ai failli commettre une grave erreur, une très grave erreur. » Je le regardai impressionné, mais sans comprendre. « Il nous faut repartir de zéro, Hastings. »« Oui, il nous faut repartir de zéro. Mais cette fois, nous ne nous tromperons pas. » Il fut interrompu par l'entrée d'une belle femme d'une 50aine d'années. Elle tenait quelques livres de comptes à la main. Poirot s'inclina devant elle. « Dois-je comprendre, monsieur, que vous êtes un ami de... mademoiselle Sinclair ?»« C'est plus exactement un de ses amis qui m'envoie, madame. »« Oh, je vois. Je pensais que, peut-être... » Poirot fit brusquement un geste en direction de la fenêtre. « Le store n'était pas baissé hier soir. »« Non, je suppose que c'est pour cela que mademoiselle Sinclair a vu la lumière. Il y avait un beau clair de lune, il me semble. Je m'étonne que vous-même, qui étiez assise face à la fenêtre, ne l'ayez pas vu approcher. Nous étions sans doute trop pris par le jeu. Il ne nous est encore jamais rien arrivé de ce genre. » « Je veux bien le croire, madame, et je vais vous rassurer, mademoiselle Sinclair a l'intention de repartir demain. »« Oh !» s'exclama l'aimable femme, dont le visage s'éclaira. « Quant à moi, je vous souhaite le bonjour, madame. » Une domestique nettoyait les marches du perron lorsque nous passâmes la porte d'entrée. Poirot lui demanda. « Est-ce vous qui avez nettoyé les chaussures de la jeune femme qui est là-haut ?» La domestique secoua la tête. « Non, monsieur, je ne pense pas qu'elles aient été nettoyées. » « Alors qui l'a fait ?» demandai-je à Poirot tandis que nous rejoignions la route. « Personne. Elle n'avait pas besoin d'être nettoyée. J'admets que de marcher sur la route ou dans une allée par une belle nuit étoilée ne suffirait pas à les salir, mais après avoir traversé le jardin, elle devrait au moins être poussiéreuse et tachetée d'herbe. »« Oui, répondit Poirot avec un curieux petit sourire. Je suis d'accord. Dans ce cas, elle devrait être sale. Mais gardez patience pendant une petite demi-heure encore, mon ami. Nous retournons à mon désir. » Le maître d'hôtel parut surpris de nous voir, mais il nous laissa retourner dans la bibliothèque sans faire de difficulté.
Et ce n'est pas la bonne fenêtre, criai-je à Poirot, en le voyant se diriger vers celle qui donnait sur l'allée. Ce n'est pas mon avis, regardez. Il montrait du doigt la tête de lion en marbre. Dessus, on pouvait voir une petite tache plus claire. Il m'indiqua alors une tache semblable sur le parquet ciré. Quelqu'un a donné un coup de poing à Redburn entre les deux yeux. Il est tombé en arrière sur cette avancée de marbre. Puis il a glissé à terre. Après ça, on l'a traîné jusqu'à l'autre fenêtre et on l'a étendu devant, mais pas tout à fait dans la même position comme le docteur me l'a fait remarquer. Mais pourquoi? C'était absolument inutile. Au contraire, c'était indispensable. D'ailleurs, c'est ce qui dévoile l'identité de l'assassin, bien que, soit dit en passant, il n'ait eu aucunement l'intention de tuer Redburn. On peut donc difficilement le qualifier d'assassin. Ce doit être un homme très fort, parce qu'il a traîné le corps d'un bout à l'autre de la pièce? Pas précisément. Cette affaire est vraiment intéressante, mais j'ai bien failli faire des sottises. Vous voulez dire que l'enquête est terminée? Que vous savez tout? Oui. Un détail me revint brusquement à l'esprit. Mon, m'écriai-je, il y a une chose que vous ignorez. Laquelle? Vous ignorez où se trouve le roi de trèfle manquant. Vraiment? Oh, c'était très drôle, mon ami. Pourquoi? Parce qu'il est dans ma poche, et il l'en sortit d'un geste large du bras. Oh, dis-je quelque peu déconfit. Où l'avez-vous trouvé? Ici? Cela n'a rien d'extraordinaire. On ne l'avait pas sorti avec les autres cartes, tout simplement. Il était resté dans la boîte. N'empêche que cela vous a donné une idée, non? Oui, mon ami. Je présente mes respects à Sa Majesté. Et à Madame Zahra. Ah oui, à cette brave femme aussi. Bon. Que faisons-nous maintenant? Nous allons retourner en ville, mais il faut d'abord que j'aie un petit entretien avec une certaine dame, à Daisy Mead. Ce fut la même domestique qui nous ouvrit. Ils sont tous à table, monsieur. À moins que ce soit Miss Sinclair que vous désiriez voir, mais elle se repose. J'aimerais seulement parler un instant à Madame Oglander, vous voulez bien la prévenir. La domestique nous conduisit au salon. En passant devant la salle à manger, j'entrevis la tablée familiale complétée par deux hommes robustes et massifs, dont l'un était moustachu et l'autre barbu et moustachu. Quelques minutes plus tard, Madame Oglander entra dans la pièce et jeta un regard interrogateur à Poirot, qui s'inclina. Madame, dans mon pays, nous avons beaucoup de respect et de tendresse pour la mère. La mère de famille est tout pour nous. Cette entrée en matière surprit quelque peu Madame Oglander. C'est la raison pour laquelle je suis revenu, poursuivit Poirot, pour apaiser l'inquiétude d'une mère. On ne découvrira pas l'identité du meurtrier de M. Redburn. N'ayez crainte. C'est moi, Hercule Poirot, qui vous le dis. J'ai vu juste, n'est-ce pas? Ou est-ce une épouse que je dois rassurer? Il y eut un long silence. Madame Oglander dévisageait Poirot avec attention. Puis elle dit d'une voix calme. « J'ignore comment vous le savez, mais vous avez vu juste, en effet. » Poirot hocha la tête avec gravité. « Ce sera tout, madame, mais ne craignez rien. Vos policiers anglais n'ont pas les yeux d'Hercule Poirot. » Il tapota du bout de l'ongle le portrait de famille accroché au mur. « Vous aviez une autre fille, madame. Est-elle morte? » Il y eut à nouveau un moment de silence pendant que madame Oglander scrutait le visage de Poirot. « Oui, elle est morte, » répondit-elle enfin. « Ah, dit vivement Poirot, nous devons retourner en ville à présent. Me permettez-vous de remettre le roi de trèfle dans le paquet? Ce fut votre seule erreur, vous comprenez? Avoir joué au bridge pendant 1 heure avec seulement 51 cartes. Pour une personne connaissant un tant soit peu ce jeu, c'est impossible. Au revoir, madame. »« Ça y est, mon ami, me dit Poirot, tandis que nous nous dirigions vers la gare. Vous avez tout compris. »« Je n'ai rien compris du tout. Qui a tué Redburn? »« John Oglander Jr. J'hésitais entre le père et le fils, mais je me suis décidé pour le fils. Celui-ci étant le plus jeune et le plus fort. C'était obligatoirement l'un des deux, à cause de la fenêtre. »« La fenêtre? » ?»« Oui, il y a 4 issues à la bibliothèque, 2 portes et 2 fenêtres. Mais évidemment, une suffisait. 3 d'entre elles donnaient directement ou indirectement sur le devant de la maison. Le drame devait, en apparence, se dérouler près de la fenêtre, donnant sur l'arrière pour faire croire que c'était, par hasard, que Valérie Sinclair était venue à Daisy Mead. En réalité, bien sûr, elle s'est évanouie.
et John Oglander l'a transporté sur ses épaules. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que l'assassin devait être un homme fort. Y étaient-ils allés ensemble? Oui. Vous vous souvenez de l'hésitation de Valérie lorsque je lui ai demandé si elle n'avait pas eu peur de se rendre seule à mon désir. En fait, John Oglander l'y a accompagné, ce qui, j'imagine, n'a pas arrangé l'humeur de Redburn. Ils se sont disputés et c'est sans doute à cause d'une insulte lancée à Valérie qu'Oglander l'a frappé. Vous connaissez la suite. Mais pourquoi cette histoire de partie de bridge? Parce que jouer au bridge, cela suppose 4 personnes. Un simple détail comme celui-ci est très convaincant. Qui aurait pensé que, pendant toute la soirée, il n'y avait eu que 3 personnes dans la pièce? J'étais encore perplexe. Il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que les Oglander ont à voir avec la danseuse Valérie Sinclair? Ah, je m'étonne que vous n'ayez pas fait le rapprochement. Pourtant, vous avez longuement regardé le tableau accroché au mur. Plus longuement que moi. La deuxième fille de Madame Oglander est peut-être morte, aux yeux de sa famille, mais le monde entier la connaît sous le nom de Valérie Sinclair. Quoi? N'avez-vous pas remarqué la ressemblance lorsque vous avez vu les deux sœurs ensemble? Non, avouai-je. Au contraire, j'ai été frappé par l'incroyable différence qu'il y avait entre ces deux jeunes femmes. C'est parce que votre esprit romanesque est trop sensible aux impressions extérieures, mon cher Hastings. Mais toutes deux ont pratiquement les mêmes traits, le même teint aussi. Ce qui est à noter, c'est que Valérie a honte de sa famille, et que sa famille a honte d'elle. Toutefois, se trouvant en danger, elle a fait appel à son frère, et lorsque les choses ont mal tourné, ils se sont tous serrés les coudes d'une façon extraordinaire. La force des liens du sang est une chose merveilleuse. Ce sont tous d'excellents acteurs dans cette famille. C'est de là que Valérie tient son talent d'artiste. Comme le prince Paul, je crois, à l'hérédité. Ils ont même réussi à me tromper, moi, sans un heureux hasard et la question piège par laquelle j'ai amené Madame Oglander à contredire la description que m'avait faite sa fille des places qu'occupaient les joueurs. La famille Oglander aurait mis Hercule Poirot lui-même en échec. Que comptez-vous dire au prince Paul? Qu'il est impossible que Valérie ait été l'auteur du crime et que je doute fort qu'on ne retrouve jamais le vagabond. Je lui dirai aussi de transmettre mes compliments à Zara. Avouez que c'est une curieuse coïncidence. Je pense que je l'appellerai cette petite affaire l'affaire du roi de trèfle. Qu'en pensez-vous, mon ami? Fin. L'histoire s'intitule La succession, le mesurier. Mon ami Poirot et moi-même avons enquêté sur bien des affaires, mais aucune, je pense, ne peut être comparée à l'extraordinaire série de rebondissements qui retint notre attention pendant plusieurs années et dont Poirot fut appelé à élucider la dernière énigme. C'est un soir pendant la guerre que l'histoire de la famille Le Mesurier éveilla notre intérêt pour la première fois. Poirot et moi nous étions retrouvés depuis peu, renouant les liens d'amitié qui nous unissaient en Belgique. Il s'était occupé d'une petite affaire pour le compte du ministère de la Guerre, à l'entière satisfaction de celui-ci d'ailleurs, et nous venions de dîner au Carlton en compagnie d'un officier d'état-major, qui avait encensé Poirot pendant tout le repas. L'officier d'état-major avait dû nous quitter précipitamment pour un autre rendez-vous, et nous avions tranquillement terminé notre café avant de partir à notre tour. Au moment où nous quittions la salle, une voix familière m'interpella, et en me retournant, j'aperçus le capitaine Vincent Le Mesurier, un jeune homme que j'avais connu en France, assis à une table en compagnie d'un homme plus âgé. Leur ressemblance laissait à penser qu'ils étaient de la même famille. C'était bien le cas en effet. Mon jeune ami nous présenta son oncle, Hugo Le Mesurier. Je ne connaissais pas intimement le capitaine Le Mesurier, un garçon sympathique et un peu rêveur, mais j'avais entendu dire qu'il appartenait à une famille huppée, aux origines lointaines, propriétaire d'un château du XVIe siècle, dans le Northumberland, datant d'avant la Réforme. Poirot et moi n'étions pas pressés et à la demande du jeune homme, nous nous assîmes à leur table et bavardâmes agréablement avec eux pendant un moment. Hugo Le Mesurier était un homme d'une quarantaine d'années, aux épaules un peu voûtées et à l'allure de savant. Il était chimiste et faisait actuellement, à ce qu'il nous dit, des recherches pour le compte du gouvernement. Notre conversation fut interrompue par un grand jeune homme brun qui s'approcha de notre table à grands pas, l'air visiblement agité.
Dieu merci, je vous ai trouvé, s'exclama-t-il en s'adressant à nos deux amis. Que se passe-t-il, Roger? Ton père, Vincent. Une mauvaise chute. Un jeune cheval. Nous n'entendîmes pas la suite, car il entraîna Vincent le mesurier à l'écart. Quelques instants plus tard, nos deux amis prirent congé précipitamment. Le père de Vincent avait fait une très mauvaise chute en essayant un jeune cheval, et l'on ne pensait pas qu'il survivrait jusqu'au lendemain. Vincent était devenu tout pâle en apprenant la nouvelle. En un sens, cela m'avait surpris car, d'après les quelques confidences qu'il m'avait faites en France, j'avais cru comprendre que lui et son père ne s'entendaient pas particulièrement bien, et cette démonstration d'affection filiale avait de quoi surprendre. Le jeune homme brun qu'on nous avait présenté comme un cousin, Roger le mesurier, était resté en arrière, et nous avions quitté le restaurant ensemble. Curieuse affaire, commenta le jeune homme. Elles intéresseraient certainement Monsieur Poirot. J'ai entendu parler de vous, Monsieur Poirot, par Higginson. C'était l'officier de l'état-major qui nous avait invités à dîner. Il dit que vous êtes un as en matière de psychologie. J'ai étudié la psychologie, en effet, reconnut mon ami avec une prudente réserve. Avez-vous vu le visage de mon cousin? Il avait l'air complètement assommé. Et vous savez pourquoi? C'est à cause d'un sort qui aurait été jeté à la famille. Aimeriez-vous en savoir davantage? Ce serait très aimable à vous de me raconter toute l'histoire, répondit Poirot. Roger le mesurier jeta un coup d'œil à sa montre. J'ai tout mon temps. Je dois les retrouver à King's Cross. Voilà, Monsieur Poirot, la famille le mesurier est de souche très ancienne. Il y a bien longtemps, au Moyen-Âge, un de nos ancêtres avait des doutes sur la fidélité de sa femme. Il l'a surpris un jour dans une situation compromettante, et bien qu'elle l'eût assuré de son innocence, le vieux baron Hugo ne voulut rien savoir. Quelque temps après, elle eut un enfant, un fils, et il déclara que l'enfant n'était pas de lui, et jura, ses grands dieux, qu'il n'hériterait pas de sa fortune. J'ai oublié ce qu'il leur fit exactement, quelque douceur à la façon médiévale, comme les emmurés vivants. Quoi qu'il en soit, il tua le fils et la mère, et celle-ci mourut en proclamant son innocence, et en jetant un sort au mesurier. Cette malédiction était la suivante. Pas un seul fils aîné ne pourrait hériter du patrimoine filial. Le temps passa, et la preuve fut faite de l'innocence de la malheureuse. Je crois que le baron Hugo prit le cilice et finit ses jours à genoux, dans une cellule de moine. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que, de ce jour, pas un seul fils aîné n'a jamais hérité de son père. L'héritage est allé à un frère de celui-ci, un neveu, un enfant cadet, mais jamais à un fils aîné. Le père de Vincent était le second d'une famille de 5 garçons, dont l'aîné est mort, en bas âge. Évidemment, pendant toute la guerre, Vincent était convaincu que s'il y avait un autre maudit dans la famille, ça ne pouvait pas être lui. Mais, chose étrange, ses 2 jeunes frères ont été tués, et lui-même s'en est tiré sans aucune égratignure. Cette histoire de famille est fort intéressante, dit Poirot d'un ton pensif. Mais à présent, son père se meurt, et c'est lui, en qualité de fils aîné, qui doit hériter. Exactement. La malédiction a perdu son pouvoir, elle n'a pas résisté à la vie moderne. Poirot secoua la tête, comme s'il déplorait le ton léger du jeune homme. Celui-ci consulta de nouveau sa montre, et déclara qu'il était temps pour lui de partir. Nous eûmes la suite de l'histoire le lendemain, en apprenant la mort tragique du capitaine Vincent le mesurier. Il voyageait dans le train postal, en direction du nord, et au cours de la nuit, il avait vraisemblablement ouvert la portière et sauté sur la voie. On estimait que le choc provoqué par l'accident de son père, venant s'ajouter à la commotion due aux éclatements d'obus, était la cause de cet accès de folie. Les journaux mentionnaient la curieuse superstition qui régnait dans la famille le mesurier, et le fait que le nouvel héritier était un oncle du jeune homme, Ronald le mesurier, dont le fils unique avait été tué sur la Somme. Je pense que ce fut notre rencontre fortuite avec le jeune Vincent la veille de sa mort qui nous fit porter un intérêt particulier au destin tragique de cette famille. 2 ans plus tard, en effet, nous ne manquâmes pas de noter le décès de Ronald le mesurier, qui était d'ailleurs invalide à l'époque où il avait hérité des biens de sa famille. L'héritier suivant était son frère John, un homme d'une santé florissante, et dont le fils était à Eton. Il n'y avait pas de doute qu'une malédiction pesait sur les le mesurier. L'été suivant, le jeune garçon se tua accidentellement avec une arme. Quelque temps après, son père mourut subitement à la suite d'une piqûre de guêpe, transmettant l'héritage
au plus jeune des 5 frères, Hugo, que nous nous souvenions d'avoir rencontré au Carlton le soir de la mort tragique du jeune Vincent. En dehors des réflexions que nous avait inspirées cette extraordinaire série de malheurs, nous ne nous étions pas intéressés d'une façon personnelle à l'histoire de la famille Le Mesurier, mais leur approchait pour nous d'y prendre une part plus active. Un matin, on nous annonça la visite de Madame Le Mesurier. C'était une grande femme énergique d'une 30aine d'années, chez qui l'on sentait une forte détermination et un solide bon sens. Elle parlait avec un léger accent américain. « Monsieur Poirot, je suis ravi de faire votre connaissance. Vous avez rencontré mon ami, Hugo Le Mesurier, il y a bien des années, mais je doute que vous vous en souveniez. »« Je m'en souviens parfaitement, madame, c'était au Carlton. »« Quelle mémoire, monsieur Poirot. Je suis très inquiète. »« À propos de quoi, madame ? » ?»« De mon fils aîné. J'ai 2 garçons, Ronald qui a 8 ans et Gérald qui en a 6. »« Poursuivez, madame, qu'est-ce qui vous inquiète à propos du petit Ronald ? » ?»« Monsieur Poirot, au cours des 6 derniers mois, il a échappé à la mort à 3 reprises. La première fois, il a failli se noyer, c'était l'été dernier, quand nous étions tous en Cournoye. La deuxième fois, c'est lorsqu'il est tombé de la fenêtre de la nurserie. Et la troisième, c'est à cause d'une intoxication alimentaire. Peut-être le visage de Poirot exprimait-il bien trop ses pensées, car Madame Le Mesurier ajouta vivement. « Évidemment, vous devez me trouver ridicule les pensées que je dramatise. »« Pas du tout, madame. On comprend très bien qu'une mère puisse être bouleversée par de tels incidents. Mais je vois mal en quoi je puis vous aider. Je ne suis pas le bon Dieu, et je ne puis contrôler les vagues. Pour la fenêtre de la nurserie, je vous conseillerais d'y mettre des barreaux. Quant à la nourriture, rien ne vaut le soin d'une mère. » « Mais pourquoi ces choses-là arrivent-elles à Ronald, mais pas à Gérald ? » ?»« Le hasard, madame, simplement le hasard. »« Vous croyez ? Qu'en pensez-vous, madame, vous et votre époux ?» Une ombre passa sur le visage de Madame Le Mesurier. « Hugo ne m'est d'aucun secours, il ne veut même pas m'écouter. Comme vous l'avez peut-être entendu dire, une malédiction pèserait sur la famille, en vertu de quoi aucun fils aîné ne pourrait hériter, et Hugo y croit. Il passe son temps à étudier l'histoire de la famille, et il est extrêmement superstitieux. Lorsque je lui fais part de mes craintes, il me répond simplement que c'est à cause de cette malédiction, et qu'on ne peut rien y faire. Mais moi, je viens des États-Unis, monsieur Poirot, et là-bas, nous ne croyons guère aux sortilèges. Nous aimons penser qu'ils sont l'apanage des familles de vieilles souches. Cela donne une sorte de cachet, vous comprenez. Pour ma part, quand j'ai rencontré Hugo, je tenais un petit rôle dans une comédie musicale, et ce prétendu sortilège attaché à cette famille m'a fasciné. Toutefois, je veux bien qu'on raconte ce genre d'histoire à la veillée, mais lorsqu'il s'agit de ses propres enfants, j'adore mes 2 fils, monsieur Poirot, je ferai n'importe quoi pour eux. Vous refusez donc de croire à la légende familiale, madame. Une légende peut-elle scier une racine de lierre ? Que voulez-vous dire, madame ? S'exclama Poirot, tandis qu'un profond étonnement se peignait sur son visage. J'ai dit, est-ce qu'une légende, ou un fantôme si vous préférez, peut scier une racine de lierre ? Je ne parle pas de ce qui s'est passé en Cornouailles. N'importe quel enfant peut partir trop loin à la nage et se retrouver en difficulté, encore que Ronald sache nager depuis l'âge de 4 ans. Mais pour la question du lierre, c'est différent. Les 2 garçons sont des petits polissons. Ils ont découvert un jour qu'ils pouvaient descendre de leur chambre et y monter en s'accrochant au lierre. Ils le faisaient constamment, jusqu'au jour où le lierre a cédé sous le poids de Ronald. Gérald était absent à l'époque, et où il est tombé, heureusement, il ne s'est pas fait mal. Mais je suis sorti pour examiner le lierre. La racine était sciée, monsieur Poirot, délibérément sciée. Ce que vous affirmez là est très grave, madame. Vous dites que votre plus jeune fils n'était pas à la maison à cette époque-là ? C'est exact. Et au moment de l'intoxication alimentaire, était-il toujours absent ? Non, ils étaient là tous les 2. C'est sérieux, murmura Poirot. Puis-je vous demander, madame, qui vit sous votre toit ? Miss Sanders, la gouvernante des enfants, et John Gardiner, le secrétaire de mon mari. Madame Le Mesurier se tut, comme si elle hésitait à poursuivre. Et qui d'autre, madame ? Le major Roger Le Mesurier, que vous avez, je crois, rencontré le même jour que mon mari. Fait d'assez fréquents séjours chez nous. Ah oui, c'est un cousin, il me semble. Un cousin éloigné, oui. Il n'appartient pas à la même branche de la famille. Néanmoins, c'est à présent le plus proche parent de mon mari. C'est un homme charmant et nous avons tous beaucoup d'affection pour lui. Les garçons l'adorent.
Est-ce qu'il leur a appris à grimper aux lierres? C'est possible, il les incite bien souvent à faire des bêtises. Madame, je vous prie de m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois à présent que le danger est réel et que je peux vous aider. Je suggérerais donc que vous nous invitiez tous les deux chez vous pour quelque temps. Votre époux n'y verra pas d'inconvénient? Oh non, mais il estimera que tout cela est inutile. Cela me rend folle de le voir accepter sans réagir l'idée que son enfant doive mourir. Reprenez votre calme, madame, voyons. Nous allons mettre au point notre visite de façon méthodique. Ainsi fut fait, et le lendemain même, nous étions en route vers le nord. Poirot était plongé dans une rêverie dont il sortit brusquement pour faire cette réflexion. C'est d'un train comme celui-ci que Vincent le mesurier est tombé. Il insista quelque peu sur le mot « tomber ». « Vous ne soupçonnez tout de même pas quelque malveillance ?» lui demandai-je. « N'avez-vous pas, Hastings, été frappé par le fait que certaines des morts survenues dans la famille le mesurier auraient pu être, dirons-nous, provoquées? Celle de Vincent, par exemple, et celle du jeune homme qui faisait des études à Eton. Un accident causé par le maniement d'une arme à feu est toujours ambigu. Supposons que le petit Ronald, en tombant de la fenêtre de sa chambre, se soit tué. Qui aurait pu soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'un accident? Mais pourquoi ne s'en prendrait-on pas à cet enfant-là? À qui profite sa mort? À son jeune frère. Un enfant de 7 ans. C'est absurde. On a peut-être l'intention de se débarrasser ensuite du deuxième, hasardai-je, sans trop savoir qui était ce « on ». Poirot secoua la tête. Cette hypothèse ne le satisfaisait pas. Une intoxication alimentaire, murmura-t-il d'un ton pensif. Une ingestion d'atropine produirait les mêmes symptômes. Oui, notre présence là-bas est vraiment nécessaire. Madame le mesurier nous accueillit avec enthousiasme. Elle nous emmena ensuite dans le bureau de son mari et nous laissa avec lui. Il avait beaucoup changé depuis la dernière et la seule fois où nous l'avions vu. Il était encore plus voûté et avait le teint étrangement terreux. Il écouta Poirot, lui expliquait la raison de notre présence dans la maison. « Je reconnais bien là le sens pratique de Sadie » s'exclama-t-il enfin. « Je suis ravi de vous avoir quelque temps chez nous, monsieur Poirot, et je vous remercie d'être venu, mais ce qui est écrit. Il faut expier la faute. Nous, les le mesurier, le savons bien. Pas un d'entre nous ne peut échapper à son destin. » Poirot parla de la racine de lierre sciée, mais Hugo le mesurier parut peu impressionné. C'est sans doute une négligence de la part du jardinier. Oui, il y a peut-être un instrument, mais la cause est très claire, et je vous dirai ceci, monsieur Poirot. L'échéance n'est plus très loin. Poirot le dévisagea avec attention. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je suis moi-même condamné. Je suis allé trouver un médecin l'année dernière. Je souffre d'une maladie incurable. La fin ne devrait plus tarder, mais avant que je ne meure, Ronald sera emporté. C'est Gérald qui héritera. Et s'il arrivait aussi quelque chose à votre second fils? Il n'y arrivera rien. Aucune malédiction ne pèsera sur lui. Mais si cela se produisait, insista Poirot. L'héritier suivant est mon cousin Roger. Nous fûmes interrompus par l'entrée d'un homme grand et bien bâti, aux cheveux frisés d'un roux flamboyant, qui tenait à la main une liasse de papier. « Nous verrons cela plus tard, Gardiner, » lui dit Hugo le mesurier, avant d'ajouter à notre intention « Mon secrétaire, monsieur Gardiner. » L'homme s'inclina, murmura quelques paroles aimables et ressortit. En dépit de son physique agréable, quelque chose en lui me déplaisait. Je le dis à Poirot un moment plus tard, tandis que nous faisions le tour du magnifique jardin à la française. Et, chose surprenante, il se montra du même avis. « Oui, Hastings, vous avez raison. Moi non plus, je l'aime pas. Il est trop bien de sa personne. Je dirais que c'est le genre délicat qui répugne à se salir les mains. Ah, voilà les enfants. » Madame le mesurier approchait avec ses 2 garçons. C'étaient 2 beaux enfants. Le cadet était brun comme sa mère, et l'aîné roux, presque rouge et bouclé. Ils nous serrèrent la main, gentiment, et en quelques minutes Poirot fit leur conquête. On nous présenta ensuite Miss Sanders, une femme insipide et sans âge. Nous connaissions à présent toute la maisonnée. Pendant quelques jours, nous menâmes une vie agréable et notre vigilance, de tout instant, ne fut pas récompensée. Les garçons jouaient gaiement et tout semblait normal. Le 4e jour après notre arrivée, le major Roger le mesurier vint s'installer pour quelque temps. Je le trouvai peu changé,
aussi insouciant et jovial que par le passé, avec cette même tendance à tout prendre à la légère. Il était manifestement très aimé des garçons, qui l'accueillirent avec des hurlements de joie et l'entraînèrent aussitôt dans le jardin pour jouer aux Indiens. Je remarquai que Poirot les avait discrètement suivis. Le lendemain, toute la famille, y compris les garçons, était invitée pour le thé chez Lady Claygate, qui possédait la propriété voisine de celle des Le Mesurier. Madame Le Mesurier nous proposa de les y accompagner, mais parut assez soulagée lorsque Poirot déclina cette invitation en déclarant que nous préférions rester à la maison. Dès que tout le monde fut parti, Poirot se mit au travail. Il me faisait penser à un terrier à l'affût. Il fouilla méthodiquement toute la maison, jusque dans les moindres recoins, mais si discrètement cependant qu'il réussit à ne pas attirer l'attention. Toutefois, ses recherches terminées, il paraissait encore insatisfait. Nous prîmes le thé sur la terrasse avec Miss Sanders, la gouvernante, qui n'avait pas été invitée. « Cela va amuser les garçons, murmura-t-elle de sa voix atone. Mais j'espère qu'ils sauront se tenir et ne piétineront pas les plates-bandes ou ne s'approcheront des abeilles. » Poirot s'immobilisa, sa tasse à la main. On aurait dit un homme qui vient d'apercevoir un revenant. « Des abeilles ? Oui, monsieur Poirot, des abeilles. 3 ruches, Lady Claygate en est très fière. »« Des abeilles !» s'exclama de nouveau Poirot. Il se leva d'un bond et se mit à arpenter la terrasse de long en large, en se tenant la tête. Je ne connaissais pas en quoi le simple fait de mentionner des abeilles avait pu le mettre dans un tel état. À cet instant, nous entendîmes la voiture. Poirot était debout, devant la porte d'entrée lorsque la famille descendit. « Ronald s'est fait piquer », annonça Gérald d'une voix excitée. « Ce n'est rien, dit madame le mesurier. La plaie n'a même pas enflé. Nous avons mis de l'ammoniaque dessus. »« Fais-moi voir ça, mon bonhomme, dit Poirot au jeune Ronald. Où t'étais-tu fait piquer ? » Ici, sur le côté du cou, répondit le garçonnet d'un ton important. Mais ça ne fait pas mal. Papa m'a dit, ne bouge pas, tu as une abeille dans le cou. Je n'ai pas bougé, il l'a chassée. Mais elle m'a d'abord piqué. Ça ne m'a pas vraiment fait mal. C'était comme une simple piqûre d'épingle. Et je n'ai pas pleuré, parce que je suis grand, et que l'année prochaine, j'irai à l'école. Poirot examina le cou de l'enfant, puis il s'écarta. Il me prit alors le bras et me chuchota à l'oreille. « Ce soir, mon ami, ce soir nous avons un petit travail à faire, et n'en parler à personne. » Il refusa de m'en dire davantage, et toute la soirée je fus dévoré de curiosité. Il se retira assez tôt, et je l'imitai. Pendant que nous montions l'escalier, il me prit par le bras et me donna des instructions. « Ne vous déshabillez pas, attendez un peu, éteignez votre lampe et venez me rejoindre ici. » Je fis ce qu'il m'avait demandé et un moment plus tard, je le rejoignis sur le palier. D'un geste, il m'imposa le silence et nous nous faufilâmes, sans bruit, jusqu'à l'aile réservée aux enfants. Ronald occupait seul une petite chambre. Nous y entrâmes tout doucement et nous installâmes à notre poste d'observation dans le coin le plus sombre. La respiration de l'enfant était forte et régulière. « Il dort profondément, chuchotai-je. » Poirot hocha la tête. « On l'a drogué. »« Pourquoi ?»« Pour qu'il ne crie pas quand... »« Quand quoi ?» demandai-je comme Poirot se taisait. « Quand on enfoncera la seringue hypodermique, mon ami. Mais chut, n'en parlons plus. Encore que je ne pense pas qu'il se passe quoi que ce soit avant un moment. » Poirot se trompait cependant. 10 minutes à peine s'étaient écoulées lorsque la porte s'ouvrit tout doucement et que quelqu'un entra dans la pièce. J'entendis une respiration précipitée, un bruit de pas qui s'approchait du lit, puis un déclic soudain. Le faisceau d'une petite lampe de poche éclaira l'enfant endormi, mais l'intrus était encore invisible dans l'ombre. De la main droite, il sortit une seringue, tandis que de la main gauche, il tâtait le cou de l'enfant. Poirot et moi bondîmes en même temps. La lampe roula à terre et nous luttâmes un moment dans le noir avec l'intrus. Il avait une force extraordinaire. Nous finîmes cependant par en venir à bout. « La lampe, Hastings, » me dit Poirot. « Il faut que je voie son visage. Encore que je craigne fort de savoir qui c'est. » Moi aussi, pensai-je, tandis que je tâtonnais dans l'obscurité pour trouver la lampe. À un moment, j'avais soupçonné le secrétaire, poussé par ma profonde antipathie pour cet homme. Mais à présent, j'étais sûr que celui à qui profiterait la mort de ses 2 jeunes cousins était le monstre que nous traquions. Mon pied heurta la lampe. Je la ramassai et l'allumai.
et son faisceau éclaira le visage de Hugo le mesurier, le père du garçonnet. Je faillis en lâcher la lampe. Pas possible, murmurai-je d'une voix rauque. Pas possible. Le mesurier était inconscient. Poirot et moi le transportâmes jusqu'à sa chambre et l'étendîmes sur son lit. Poirot se pencha alors pour lui retirer doucement ce qu'il tenait dans la main droite. C'était une seringue hypodermique. « Qu'y a-t-il là-dedans » demandai-je en frissonnant. « Du poison ?»« De l'acide formique, je pense. »« De l'acide formique ?»« Oui, obtenu sans doute en distillant des fourmis rouges. Il était chimiste, ne l'oubliez pas. La mort aurait été attribuée à la piqûre de guêpe. »« Mon Dieu !» murmurai-je. « Son propre fils. Et vous vous attendiez à ça ?» Poirot hocha la tête avec gravité. « Oui, c'est un malade mental, incontestablement. J'imagine que l'histoire de la famille est devenue une véritable obsession pour lui. C'est son ardent désir de toucher l'héritage qui l'a poussé à commettre toute cette série de meurtres. L'idée lui est peut-être venue pour la première fois pendant qu'il voyageait en train avec Vincent, la fameuse nuit. Il ne pouvait pas supporter que la prédiction ne se réalise pas. Le fils de Ronald était déjà mort et Ronald lui-même se mourait. Ils sont de santé fragile dans cette famille. C'est lui qui a manigancé l'accident avec le fusil et, chose que je viens seulement de comprendre, c'est lui aussi qui a provoqué la mort de son frère John par l'injection d'acide formique dans la veine jugulaire. Il avait alors réalisé son ambition et se trouvait à la tête du patrimoine familial. Mais son triomphe a été de courte durée. Il a appris qu'il était atteint d'un mal incurable. Et il avait cette idée fixe, de fou, que le fils aîné d'un lemesurier ne pouvait pas hériter. Je le soupçonne d'être à l'origine de l'accident de la baignade. C'est lui qui a encouragé son fils à s'éloigner vers le large. Ayant manqué son coup cette fois-là, il a scié la racine de lierre et mis ensuite du poison dans la nourriture de l'enfant. « Diabolique » murmurai-je en frissonnant, « et si bien planifié. » Oui, mon ami, rien n'est plus surprenant que l'extraordinaire logique des fous, si ce n'est la non moins extraordinaire incohérence des saints d'esprit. J'imagine que ce n'est que récemment qu'il a basculé de l'autre côté. Pour commencer, il y avait de la méthode dans sa folie. Quand je pense que j'ai soupçonné Roger, ce type formidable, c'est normal, mon ami. Nous savions qu'il avait lui aussi voyagé avec Vincent la fameuse nuit. Nous savions également que c'était lui qui devait hériter après Hugo et ses fils. Mais notre supposition n'était pas confirmée par les faits. Le lierre a été scié alors que seul le petit Ronald se trouvait dans la maison. Or, l'intérêt de Roger était que les deux enfants meurent de la même manière. Ce n'est que la nourriture de Ronald qui a été empoisonnée. Et aujourd'hui, lorsqu'ils sont rentrés et que je me suis rendu compte que le père du garçonnet était seul à pouvoir témoigner qu'il s'était fait piquer, cela m'a rappelé l'autre mort due à une piqûre de guêpe. Et j'ai compris. Hugo le mesurier mourut quelques mois plus tard à la clinique psychiatrique où on l'avait fait interner. Sa veuve se remaria 1 an après avec John Gardiner, le secrétaire. Ronald hérita des terres de son père et, à l'heure actuelle, il vit encore et se porte comme un chat. Voilà encore une illusion envolée, fis-je remarquer à Poirot. Vous avez chassé avec brio la prétendue malédiction qui pesait sur les mesurier. Je n'en suis pas sûr, répondit Poirot d'un air pensif. Je n'en suis pas du tout sûr. Que voulez-vous dire? Mon ami, je vous répondrai par un seul mot. Rouge. Vous voulez parler de sang? Demandai-je éberlué, en baissant la voix. Vous avez toujours la même imagination et le même goût du mélodrame, Hastings. Non, je veux parler de quelque chose de beaucoup plus prosaïque. La couleur de cheveux du petit Ronald le mesurier et de monsieur Gardiner. Vous saisissez? Fin.